Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours de structure en bois qui comporte 5 parties que je vais détailler d'ici quelques secondes. Ce premier podcast concerne la partie 1 relative aux matériaux bois. Alors je vous signale également que j'ai déposé sur Moodle un syllabus d'exercices résolus et je vous enverrai chaque semaine une liste avec les exercices que je vous suggère de faire par vous-même. Alors, voici la table des matières de ce cours. Elle contient 5 parties différentes. Ce premier podcast concerne la partie 1 avec le matériau bois, avec toute une série de généralités, les arbres, la forêt, la photosynthèse, un historique de la construction en bois, les avantages et les inconvénients du bois dans la construction, l'anatomie du bois, le bois et l'eau, le bois et la température, les problèmes de durabilité du bois, de préservation, etc. Et je terminerai par quelques aspects de caractéristiques mécaniques du bois. Ensuite, la partie 2, mais qui fera l'objet d'autres podcasts, concerne tous les aspects de calcul selon l'Eurocode 5. Ensuite, on aura une partie 3 qui concernera tous les systèmes porteurs, une partie 4 concernant les assemblages et une dernière partie concernant le bois et le feu, donc les structures soumises à des incendies. Alors, un petit commentaire que je voudrais faire, c'est que dans ce cours, je parle parfois de masse volumique, parfois de poids volumique. Donc la masse volumique, je vous rappelle que ces unités sont des kilos par mètre cube, et le poids volumique, ce sont des kilonewtons par mètre cube. Alors, petit facteur de conversion, 1 kg par mètre cube représente à peu près 10-2 kilonewtons par mètre cube. Je dis à peu près parce qu'évidemment, cela sous-entend que j'approxime le facteur 9,81 par une valeur de 10. Et à l'inverse, 1 kN par mètre cube correspond à peu près à 100 kg par mètre cube. Alors j'en viens au chapitre 1 qui concerne les arbres, la forêt et le contexte de la production du bois. Alors, quelques considérations environnementales. Bon, un arbre, pour croître, il a besoin de 3 choses. De l'eau qu'il va chercher dans le sol, des sels minéraux qu'il va chercher dans le sol, et du carbone qu'il va chercher dans le CO2 qui se trouve dans l'air. Alors, donc qu'est-ce qu'il va en faire de ce carbone? Eh bien, il va produire sa matière qui est formée de molécules organiques qui contiennent donc des atomes de carbone, et puis il va rejeter dans l'atmosphère de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle en fait la photosynthèse. Alors, quelques ordres de grandeur ici, avec 1,5 tonne de carbone que l'arbre va aller chercher dans l'atmosphère, il va stocker finalement 1 tonne de bois pour se fabriquer, et il va rejeter 1,1 tonne d'oxygène. Alors cette fonction, elle est capitale pour l'environnement. Pourquoi? Eh bien parce que les forêts et les océans sont deux stockeurs de carbone, c'est-à-dire finalement des stockeurs de CO2. Quand le carbone qui a été puisé dans le CO2 se trouve dans l'arbre ou dans les océans, eh bien, ça veut dire qu'il ne se trouve pas dans l'air. Autre petit ordre de grandeur ici, un être de 25 mètres de hauteur libère chaque jour une quantité d'oxygène que respirent 3 personnes. Alors, donc, si on coupe un arbre et qu'on l'utilise dans la construction maintenant, à condition de replanter l'arbre, évidemment, ce bois qu'on utilise dans la construction constitue aussi un stockage de carbone qui provient du gaz carbonique, puisque pendant toute la vie de l'ouvrage, ce carbone, au lieu d'être dans l'air, il se trouve emprisonné dans les poutres, dans les colonnes, dans les planchers, etc. de l'ouvrage. Et ce raisonnement tient indépendamment du fait qu'en fin de vie, le gaz carbonique est restitué dans l'atmosphère, que ce soit par pourriture ou par combustion, évidemment. Une dernière chose à dire, c'est que quand le bois est non exploité, donc quand on a une forêt que l'on n'exploite pas, que l'on ne replante pas, etc., eh bien le bois finit par pourrir sur place et restitue finalement le carbone, le gaz carbonique qu'il a stocké dans l'atmosphère. Sauf une partie qui reste enfouie dans le sol, en particulier dans les racines, et qui est en partie reminéralisée par dégradation grâce à des bactéries. Alors, en conclusion de ce que je viens de dire, il faut empêcher à tout prix la déforestation et mieux militer pour recréer partout dans le monde, à petite ou grande échelle, des forêts.
Pourquoi? Parce que ces forêts et ces arbres sont une source de production d'oxygène, sont un moyen de stockage permanent de carbone et donc de gaz carbonique finalement, dans le bois. Hein. Et donc, quand ils se trouvent dans le bois, ils ne se trouvent pas dans l'atmosphère, et donc, ils ne contribuent pas à l'effet de serre, et aussi un moyen de stockage permanent du carbone dans le sol. Donc, finalement, l'utilisation du bois, notamment dans la construction, est vraiment pertinente, car placer du bois dans un ouvrage, dans un bâtiment, constitue un moyen de stockage de carbone, donc de gaz carbonique, au même titre que les forêts. Évidemment, ce raisonnement n'est valable que si les forêts sont gérées convenablement, durablement et surtout replantées. Parce que c'est évidemment, si on coupe les forêts pour utiliser le bois et qu'on ne les replante pas, ben là on a perdu évidemment. Alors justement, cette gestion des forêts, eh bien, elle a commencé à intéresser les hommes assez tard, plutôt dans les années 70, où il y a une série de conférences internationales qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à la création d'écolabels. Alors ces écolabels, qu'est-ce que c'est? Ce sont finalement des certificats qui garantissent que les forêts ont été et sont gérées convenablement, durablement. Alors par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ces labels imposent aux gens qui exploitent les forêts de replanter par exemple. Ils imposent de planter selon certaines manières, des manières qui favorisent la biodiversité, avec certaines essences, etc. Alors il existe plusieurs écolabels et en Belgique et en Europe, on retrouve très souvent le fameux label PEFC. D'ailleurs, ceci, c'est une photo, si mes souvenirs sont bons, que j'ai prise dans les bois qui se trouvent pas loin de chez moi. Quand vous achetez un objet qui comporte du bois, très souvent, faites attention, il y a un petit logo PEFC qui est marqué dessus. Ça veut dire que vous achetez un objet en bois qui provient d'une forêt qui a été gérée convenablement en respectant certaines règles. Et je vous encourage d'ailleurs à ne pas acheter des objets en bois sur lesquels ne se trouve pas ce logo. Alors parlons, si vous le voulez bien, pendant quelques secondes de déforestation et de biodiversité. Alors je vous encourage, si vous voyagez à travers le monde, à observer les paysages qui vous entourent et aussi à vous renseigner sur l'évolution de la couverture forestière au cours des années, des décennies et des siècles qui précèdent. Et vous remarquerez, dans la plupart des pays où vous allez, que la couverture forestière a été drastiquement diminuée. Alors, prenons l'exemple de la Nouvelle-Zélande, avec ici 3 cartes qui représentent, depuis le XIVe siècle, l'évolution de la couverture forestière. Alors, voici une carte qui représente donc la couverture forestière au XIVe siècle, juste avant que les Maoris n'arrivent sur le territoire, donc il n'y avait pas d'hommes à cette époque-là, et vous avez une forêt primaire qui s'étend sur toute la superficie de l'île du Nord et sur une bonne partie de la superficie de l'île du Sud, le reste étant, donc les zones non couvertes étant des zones montagneuses. Et puis, au XVIIIe siècle, les colons européens arrivent, pratiquent une déforestation intensive, avec d'ailleurs la disparition d'une série d'espèces d'oiseaux, comme le moa par exemple, qui était un oiseau bien plus grand que l'autruche. Et donc là, à partir du XVIIIe siècle, eh bien, cette déforestation laisse la place de plus en plus à des prairies pour l'élevage des moutons. Alors voici la situation actuelle, et vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de vers, hein. Le territoire a été vraiment terriblement dépourvu de ces forêts, et ce que vous voyez du nord au sud actuellement sur les 2 îles, eh bien, ce sont des paysages comme ceci, avec des prairies à perte de vue, qui sont là pour l'élevage des vaches et des moutons. Et puis, quand vous croyez voir une forêt, eh bien, ce que vous voyez, en fait, c'est pas une forêt, c'est une plantation, donc une monoculture de Pinus radiata, qui est l'essence qui, en Nouvelle-Zélande, sert à beaucoup de choses, et notamment à construire des ouvrages. Alors évidemment, tout ça, ça a des conséquences terribles sur la biodiversité. Hein, la déforestation, eh bien, crée la disparition des espèces qui perdent leur milieu naturel. Et évidemment, chaque disparition d'espèces est une catastrophe pour la planète,
pour l'humanité également, puisque chaque espèce est une source d'inspiration pour la médecine et pour d'autres sciences. Et puis, la disparition d'une espèce aussi est une perturbation évidemment importante de l'écosystème. Alors, voici une carte du monde qui montre la répartition actuelle des forêts. Alors, essentiellement, c'est tout ce que l'on voit en vert, c'est-à-dire une bonne partie de la Russie, une bonne partie de l'Indonésie, l'Afrique centrale, la région amazonienne, une partie de l'Amérique centrale et le Canada. Et ce qui est intéressant et en même temps inquiétant, c'est de voir en fait toutes ces zones oranges ici, aux États-Unis, dans toute l'Europe, en Inde et dans d'autres zones du monde, où ces régions ont été en fait en grande partie défrichées pour laisser la place à des cultures. Quelques mots sur la répartition des forêts dans le monde. On a ici un graphique qui nous donne en ordonnée la superficie des forêts en millions de kilomètres carrés et également des chiffres qui représentent le pourcentage du territoire qui est couvert par les forêts. Alors en Europe, on est assez bons élèves, avec 44% du territoire qui est couvert de forêts. En réalité, c'est surtout grâce aux pays nordiques et à la Russie. La Russie a en effet d'énormes territoires couverts de forêts. En Amérique du Sud, 49% du territoire est couvert par les forêts. Alors c'est pas mal, mais il y a quand même un gros feu rouge clignotant dans la zone de la forêt amazonienne qui est défrichée et détruite depuis des décennies et encore aujourd'hui, malheureusement, pour laisser la place à l'élevage et aux activités agricoles. C'est surtout le cas au Brésil. Un tableau qui nous donne une information intéressante. Dans le monde, 8 pays possèdent ensemble plus de 63% des forêts. Ces 8 pays, ce sont la Russie, le Brésil, le Canada, les États-Unis, la Chine, la République démocratique du Congo, l'Australie et l'Indonésie. Alors, quelle est la situation en Belgique? Alors en Wallonie, on a un tiers du territoire qui est couvert par des forêts ou on va dire plutôt des plantations. Alors c'est pas mal. En Flandre, évidemment, là, les forêts sont réduites à peau de chagrin puisque elles couvrent un dixième du territoire. Alors quelques petites autres choses à savoir, c'est que en Wallonie, on a un petit peu plus de feuillus que de résineux, 57% contre 43% de résineux. Il faut savoir également que une moitié à peu près des forêts wallonnes sont privées. On a énormément de propriétaires, on compte à peu près 100 000 propriétaires et la plupart ont des très petites parcelles de l'ordre de quelques hectares seulement. Il faut savoir aussi qu'il y a de nombreuses plantations d'épicéas, en fait, qui est en fait l'essence de bois que l'on utilise majoritairement dans la construction. Malheureusement, ces dernières années, on a eu des étés et des printemps extrêmement secs, exceptionnellement secs, qui ont favorisé le développement d'un insecte qui s'appelle la scolite et qui en fait est à la base d'un dépérissement et de la mort de nombreuses plantations d'épicéas un petit peu partout en Wallonie. Vraiment, c'est une vraie hécatombe et qu'on ne sait pas très bien ce que va devenir l'épicéa dans les prochaines années. Alors, quelles sont les essences principales que l'on retrouve en Wallonie? Il y a évidemment d'une part les feuillus et d'autre part les résineux. Les feuillus, comme leur nom l'indique, eh bien, ils ont des feuilles qu'ils perdent en hiver. Et les résineux, ils ont des épines qu'ils ne perdent pas en hiver, à part pour certaines essences, comme par exemple le mélèze. L'épicéa, le voici, c'est celui qui est le plus exploité en Belgique, parce qu'en fait, il a une croissance très rapide, il fait des troncs qui sont très très droits et très très longs, le sciage est facile, c'est quasiment exclusivement l'épicéa que l'on utilise dans le domaine de la construction, avec quand même un petit problème ces dernières années, puisque les forêts d'épicéa ont été décimées par la scolite, qui est une larve qui mange l'écorce, et c'est un phénomène qui a été favorisé apparemment par le fait qu'on a eu ces dernières années, ces 3-4 dernières années, des printemps et des étés extrêmement secs, avec des quantités de pluie inhabituellement basses. Alors vous avez ici quelques chiffres que je vous laisse lire si vous voulez, avec les durées de vie des arbres et aussi le nombre d'années après lesquelles il est intéressant de les couper. Hein, vous voyez que pour la plupart des arbres, eh bien, on atteint plusieurs centaines d'années. Alors, je vais passer en revue quelques essences
très fréquentes dans notre pays. Commençons par le hêtre. Le hêtre, c'est un arbre qui, à l'âge adulte, peut être vraiment très majestueux. Il est assez reconnaissable, son tronc est assez lisse et il fait des petites feuilles vertes. Alors, il est utilisé dans un tas d'applications. Il a un petit défaut, c'est qu'il est assez sensible au pourrissement, mais il est assez facilement imprégnable par des produits, donc des produits chimiques de préservation, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, on voit quand même qu'il est de plus en plus utilisé, malgré tout, pour des applications dans la construction. Le chêne, lui, il a également quelques caractéristiques bien reconnaissables. Son tronc est très crevassé. Il fait des feuilles avec une allure tout à fait caractéristique et il produit des glands qui tombent en abondance chaque année. Alors le chêne, c'est un bon bois pour faire de la structure. Vous avez ici une structure qui est faite de chêne, mais il est plus cher que l'épicéa. Donc de nos jours, on utilisera plutôt de l'épicéa pour faire de la structure plutôt que du chêne. Mais il y a toute une série de charpentes anciennes qui ont été faites avec du chêne. Il est utilisé pour plein d'autres choses également. À l'époque, il était utilisé pour les bateaux également. Il est utilisé pour de la menuiserie intérieure, des parquets, des planchers, du plaquage, des piquets, bref, toute une série de choses. Alors le peuplier, c'est un bois très léger, pas très durable, assez sensible aux moisissures et aux larves d'insectes. Alors on le reconnaît à sa forme, hein, voici. Elle se passe de commentaires, c'est une photo que j'ai prise juste à côté du bâtiment Vinci d'ailleurs. Il est utilisé aussi pour de la menuiserie intérieure, euh, pas trop pour des charpentes, parfois quelques fermettes industrielles, du plaquage, des palettes, des jouets, des allumettes, etc. Alors l'épicéa, lui, il est fortement reconnaissable puisqu'en fait c'est typiquement le sapin de Noël avec une pique entre guillemets qui se trouve toujours en tête de l'arbre. Euh, il est souvent fort droit, assez fin. C'est un bois blanc. Il est utilisé dans toute une série d'applications, charpente, structure, ossature, d'accord, en priorité, et puis toute une série de choses comme le mobilier, justement les planchers, du contreplaqué, du bardage, des terrasses, etc. Mélèze, le mélèze, on le reconnaît aussi assez facilement puisqu'il a des... Alors déjà en hiver, c'est un des seuls à perdre ses épines, donc là on le reconnaît bien. Et puis en été, eh bien, on peut le reconnaître avec ces petites touffes caractéristiques d'épines qui sont concentrées le long des branches et aussi des petites noix qui sont pas plus grandes que la taille d'un demi-pouce que l'on voit abondamment sur les arbres. Et le mélèze, ben, il a une meilleure durabilité que l'épicéa. On l'utilise pour aussi toute une série de choses, de la menuiserie, des planchers, des parquets, des charpentes, etc. Le pin sylvestre, alors lui, je l'aime bien parce il a une forme, une allure qui ressemble aux arbres qu'on trouve plutôt sur la côte atlantique de la France. Il est aussi très caractéristique parce qu'il est tortueux en général. Il est plutôt orange, son tronc a une coloration assez particulière. Il fait des petites noix également et on l'utilise pour toute une série de choses. Euh, Charpente, menuiserie, plancher, etc. Comme beaucoup d'essences d'ailleurs. Alors le Douglas, lui, alors c'est un arbre extrêmement majestueux qui peut atteindre d'assez grandes hauteurs, plus grandes que l'épicéa. Il fait des troncs aussi qui sont bien droits, bien hauts. Son écorce est plus crevassée. C'est aussi comme ça qu'on peut le reconnaître. Il a une bonne durabilité dans le temps. On l'utilise parfois en extérieur d'ailleurs et on l'utilise pour des charpentes et de nouveau pour toute une série d'applications, menuiserie, plancher, parquet, etc. Alors j'en viens à un petit peu de vocabulaire. Le tronc, c'est la partie d'un arbre comprise entre les racines et la naissance des branches supérieures, des branches maîtresses. La grume, c'est un tronc qui est abattu, qui a été ébranché, on a enlevé toutes les branches et dont on a enlevé la cime. Le billon, c'est un morceau de grume. Et un rondin, ben, c'est un billon de petit diamètre, une bûche on va dire. Alors la souche, c'est la base de l'arbre, y compris les racines. En général, c'est ce qu'on laisse dans le sol quand l'arbre a été abattu et évacué. Le houppier, eh bien, c'est tout ce qui se trouve en haut de l'arbre, les branches, les rameaux, le feuillage.
Une charpentière, ben, c'est une grosse branche, une branche principale d'un arbre. Et un nœud, eh bien, un nœud, c'est en fait c'est la partie d'une branche qui était englobée dans le tronc, si vous voulez. J'y reviendrai plus tard d'ailleurs. Alors, quelques mots sur la filière bois dans la construction. Alors, ceci, c'est un petit schéma que j'aime bien, qui a été réalisé par trois personnes qui travaillaient à l'époque à l'UC Alors, on va regarder ce schéma de la droite vers la gauche. Alors, on a tout d'abord des ressources forestières, des forêts dans lesquelles on va couper des arbres et les replanter. Alors, les grumes vont arriver à la scierie, et là, il va y avoir une première transformation du bois qui consiste à découper les grumes, à les débiter en une série d'éléments, de sections différentes. Ensuite, ces éléments vont subir une seconde transformation où on va fabriquer des objets, des éléments qui sont composés majoritairement de bois, comme des panneaux d'OSB, comme des poutres en bois lamellé collé, comme des panneaux en bois contre-croisé, etc. Ce bois pourra aussi être soumis à des séchages, pour être imprégné avec des produits chimiques qui augmentent sa durabilité, etc. Et puis on a la troisième transformation du bois qui consiste à utiliser des éléments de bois et les combiner avec d'autres matériaux, comme par exemple des étanchéités, des isolations. C'est le cas par exemple de la préfabrication de panneaux pour construire des ossatures en bois. Et puis on a toute la filière construction, bâtiment, ouvrage, qui elle va aller puiser dans les éléments issus de la première transformation, de la deuxième transformation et de la troisième transformation, donc pour in fine obtenir un ouvrage construit et qui est composé en partie ou en majorité, ça dépend, d'éléments de bois, que ce soit des éléments qui servent aux grosses œuvres, des poutres, des colonnes, des panneaux, etc., ou bien des éléments de parachèvement comme des bardages ou bien des éléments de terrasse. Alors, j'ai ici repris sur ce transparent et sur les suivants une liste des organismes en lien avec la filière bois en Belgique. C'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais elle reprend déjà pas mal d'organismes. Je ne vais pas la passer en revue en détail. Faites des arrêts sur image ou revenez-y si vous en avez besoin dans le futur. Voici un premier transparent ici, un deuxième transparent, un troisième transparent. Ce qui m'amène tout doucement au chapitre 2 de ce premier podcast, de cette première partie de mon cours, qui est un bref historique de la construction en bois. Et on a tout de suite ici une belle photo du pont de Lucerne en Suisse, qui a 700 ans. C'est le plus vieux pont en bois couvert en Europe. Il a une longueur de 200 mètres. Et pour la petite histoire, il s'est quand même passé un petit drame en 1993, puisqu'il y a un incendie, probablement dû à une cigarette, qui l'a complètement détruit. Ça, évidemment, c'est une grande perte. Il a été ensuite reconstruit à l'identique, mais voilà, la structure originale a définitivement disparu. C'est un bel exemple qui vous montre quand même que le bois peut avoir une belle durabilité dans le temps s'il est bien conçu et s'il est bien entretenu. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien resituer la matière de mes cours sur une ligne du temps. Alors, vous avez ici en haut une ligne du temps sur laquelle chaque carré représente 20 000 ans. Et puis, on a la barrette rouge là qui représente les 2000 dernières années, donc l'après Jésus-Christ, et la barrette verte qui représente les 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on a l'exploitation du feu par les ancêtres des hommes il y a à peu près 400 000 ans. On a l'Homo sapiens qui apparaît à peu près il y a 300 000 ans et qui va supplanter d'ailleurs les autres espèces d'hommes dont certaines sont déjà là depuis un moment. Alors si on regarde, oui, invention de la roue en moins 1500. Alors si on regarde ici les 5000 dernières années, on voit que l'homme déjà utilise la pierre depuis très longtemps. On a par exemple la pyramide de Khéops construite par les Égyptiens il y a 4500 ans, qui est encore visible aujourd'hui et qui est restée pendant
pendant des millénaires le plus grand ouvrage construit par l'homme, le plus impressionnant. Et puis on a encore toute une série d'ouvrages en pierre, le pont du Gard au 1er siècle après Jésus-Christ, les temples mayas vers l'an 700-800, la tour de Pise, les cathédrales gothiques 12e, 13e siècle. Et pendant toutes ces périodes et jusqu'à la révolution industrielle, finalement, c'est la pierre et le bois qui vont être utilisés. Hein. On a pour la petite histoire le fameux Galilée là, qui, au XVIe siècle, commence à faire des travaux sur la résistance des matériaux et qui est finalement la base de ce qui va commencer à arriver donc, au XIXe siècle au point de vue utilisation de l'acier et puis du béton. Et les structures en bois eh bien, ont probablement été utilisées depuis des dizaines de milliers d'années. On retrouve des traces d'habitations nomades, d'habitations sédentaires déjà à partir d'une dizaine de milliers d'années. Voilà, et puis donc on voit globalement ici que c'est la pierre et le bois qui sont utilisés finalement jusqu'au 19e siècle. On va maintenant faire un zoom sur les 5000 dernières années. Alors on va zoomer de plus en plus sur cette ligne du temps. J'ai repris ici les 5000 dernières années et je vais essayer d'y situer toute une série d'ouvrages en bois dont on retrouve des traces historiques. Et puis je vous montrerai encore après un slide dans lequel je reprendrai les 1000 dernières années. Alors, vers moins 3000, eh bien, les formes rectangulaires en bois remplacent les huttes circulaires au Moyen-Orient et puis en Europe. Alors, dans le millénaire qui a précédé Jésus-Christ, eh bien, on a toute une série de temples, notamment des temples grecs, qui utilisent abondamment le bois pour des charpentes, de couverture, et là déjà il y a une association entre le bois et la pierre. Alors au niveau du 1er siècle après Jésus-Christ, alors Pline l'Ancien, qui est un Romain, eh bien, il va faire une description précise des essences forestières, des outils et des cols, donc des cols naturels, hein, utilisés dans la construction, ce qui est quand même remarquable de déjà trouver un ouvrage à ce sujet qui date de 2000 ans. Alors toujours au 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, les Romains, ils excellent déjà en fait dans la fabrication de charpentes triangulées avec du bois, avec des portées qui sont estimées à 30 mètres. Par exemple, on pense que le palais de Domitien était fait de grandes charpentes, de très grandes portées. Alors on fait un petit saut dans l'histoire, on arrive vers l'an 450 avec la fameuse basilique de Saint-Paul à Rome, qui a une longueur de 131 mètres, une largeur de 65 mètres, une hauteur de 30 mètres, et dans lesquelles on retrouve des poutres, les poutres principales, qui sont aboutées, donc mises les unes après les autres, avec des traits de Jupiter, et je verrai dans la partie 4 de ce cours, donc d'ici quelques semaines, ce que c'est que le fameux trait de Jupiter, qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui. Et on commence déjà à cette époque à utiliser du fer pour faire des assemblages. Je vais maintenant vous montrer un nouveau slide où je vais un petit peu plus décrire ce qui s'est passé pendant les 1000 dernières années au point de vue de la construction avec du bois. Alors voici cette ligne du temps, donc de l'an 1000 à l'an 2000. Alors quelques petites choses à placer sur cette ligne du temps. En parallèle des ouvrages remarquables que sont la tour de Pise et les cathédrales gothiques ici. Donc Notre-Dame de Paris, alors ça c'est, vous savez tous toutes et tous que la charpente de cette belle cathédrale a brûlé il y a peu de temps, donc c'est une véritable catastrophe évidemment. Cette charpente était un véritable chef-d'œuvre, elle avait nécessité 1300 chênes, c'est-à-dire 21 hectares de forêt. Alors, on retrouve également, à partir du XIIe, XIIIe siècle, beaucoup d'églises en bois, magnifiques d'ailleurs, vous avez ici une photo, qui ont été construites en Scandinavie, et certaines sont encore visibles aujourd'hui d'ailleurs, c'est quand même assez remarquable. Le fameux pont de Lucerne, ici en 1333, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, une magnifique charpente, celle du château de Sully en France, qui est en parfait état de conservation depuis 600 ans. Alors on arrive tout doucement à Palladio, l'italien Palladio, plus ou moins contemporain de Galilée, qui va construire, malgré l'absence à cette époque encore de la théorie de la résistance des matériaux, il va construire des ponts
et il va inventer des poutres treillis qui sont faites de bois. Alors, au XVIIIe siècle, on a la naissance des écoles d'ingénieurs en France, l'école des ponts et chaussées, et on va aussi également commencer à s'intéresser, puisque la théorie de la résistance de matériaux et la mécanique des structures se développent, on s'intéresse au bois. Alors, ensuite, va se passer quelque chose de particulier, puisqu'on va avoir la révolution industrielle qui va voir le jour, et le bois, à partir du début du 19e siècle, va commencer à passer en seconde catégorie. Pourquoi? Eh bien parce que l'acier va venir le remplacer. Et au 19e et 20e siècle, on va finalement de moins en moins construire avec du bois. Le bois va être relégué au second plan par l'acier et le béton. On trouve quand même des traces de très grands ponts pour le chemin de fer qui ont été construits en bois, notamment en Grande-Bretagne. Donc je dirais que le 19e siècle, c'est plutôt l'acier qui supplante le bois, et au 20e siècle, c'est le béton qui s'impose partout dans toutes les constructions. Alors, et le bois dans tout ça, eh bien j'y viens. Alors, effectivement, donc le bois est supplanté au 19e siècle et au 20e siècle par l'acier d'abord et puis le béton. Et puis, dans le courant des années 60, il se passe une espèce d'intérêt croissant pour le bois, parce qu'il y a une série d'inventions qui sont faites et qui permettent de mieux utiliser le bois, des connecteurs métalliques, des cols particulières, des procédés de fabrication de bois lamellé-collé qui permettent de produire des éléments qui ont des formes particulières et qui ont des grandes longueurs. Et il y a aussi toute une série de projets qui voient le jour et qui ont une certaine écoute dans le monde. En voici deux, les Sea Ranch Houses aux États-Unis en 1968 et le marché couvert à Gand en 1964 avec des grands arcs en bois lamellé-collé de portée 98 mètres. Et donc tout ceci donne finalement un nouveau souffle au bois dans la construction qui tout doucement fait son petit bonhomme de chemin et n'est toujours pas terminé au moment où je vous parle, avec de plus en plus d'intérêt pour le bois, puisque évidemment le bois a disons des qualités environnementales que l'acier et le béton n'ont pas. Alors voici quelques réalisations contemporaines parmi beaucoup d'autres, quelques exemples. Ici un très bel ouvrage qui est le hall d'exposition à Libramont, avec des arcs en bois de 60 mètres de portée, qui en fait sont assemblés sur des naissances en béton via des articulations en métal, donc on compose extrêmement bien les trois matériaux. Ici on a le Delphinarium de Bruges, un petit peu plus ancien, en 1990, mais avec une magnifique charpente en bois. On a le comptoir forestier à Marchand-Famenne, 1995, avec des arcs qui forment une espèce d'éventail couvert par des vitres. Bref, toute une série de projets qui voient le jour et qui suscitent l'intérêt finalement du public pour le bois. Alors encore deux exemples, ici un pont, une passerelle plutôt en bois, qui se trouve à l'extérieur, donc voilà, il faudrait un petit peu voir comment elle évolue avec les années. Le bois à l'extérieur non protégé, c'est jamais génial évidemment. Ici, le premier ou l'un des tout premiers bâtiments multi-étagés en bois en Belgique, c'est un bâtiment avec le principe de l'ossature bois dont je parlerai dans la partie 3 de ce cours. C'est un Ré+3 ici, à Molenbeek, donc à Bruxelles. Alors, j'en arrive au chapitre 3, assez court, dans lequel je vais essayer de faire une synthèse la plus objective possible des avantages et des inconvénients de l'utilisation du bois dans la construction. Alors, j'ai l'habitude de dire que le bois, c'est, pour être un peu grossier, c'est un emmerdeur. C'est-à-dire qu'il est fantastique, il a beaucoup de qualités, environnementales notamment, mais il demande beaucoup d'énergie et beaucoup de savoir-faire de la part des gens qui veulent le mettre en œuvre. Je vais passer tous les inconvénients et les avantages du bois en revue. Alors commençons par les avantages. Le bois, il est recyclable. Au pire, je le brûle pour me chauffer ou pour produire de l'énergie. Je peux aussi le composter, je peux le réutiliser pour des palettes, pour des meubles, pour des constructions. Il est renouvelable naturellement.
Hein. On plante une graine ou un oiseau laisse tomber une graine et puis la nature fait le reste. Il faut juste être un petit peu patient. L'éco-bilan est tout à fait positif puisque les forêts sont une source d'oxygène et elles permettent un stockage de CO2, de même que les constructions qui utilisent du bois, et donc ce CO2 qui est stocké ne se retrouve pas dans l'atmosphère. La production des éléments de bois est peu énergivore, alors bien moins énergivore que la production de l'acier. Lorsqu'on commence à transformer le bois, par exemple, en faire des panneaux de CLT, de l'OSB, du bois à molécule, etc., là, la production a, disons, une demande énergétique qui est similaire à celle de la production du béton. Le bois a un aspect chaleureux, surtout quand il est à l'intérieur. Il a un excellent rapport résistance sur poids propre. Il est assez bien résistant au feu, alors nettement plus que l'acier, moins que le béton évidemment, qui est un grand champion à ce niveau-là. Ce qui se passe avec le bois, c'est que quand il est placé dans du feu, il se crée une couche de carbonisation autour des éléments de bois qui protège l'intérieur des éléments et qui en conserve leurs caractéristiques mécaniques, j'y reviendrai plus tard. Le bois est aussi isolant thermiquement, et enfin, on l'apprécie parce qu'il est maniable, il est léger et on peut facilement le préfabriquer. Alors, les inconvénients du bois maintenant. Mais le bois, il est sensible à la pourriture, il est sensible à certaines maladies, il est sensible à certains insectes, en particulier des larves d'insectes. Et donc, sa mise en œuvre doit être extrêmement bien réfléchie et maîtrisée. Donc, il faut construire en soignant très très bien les détails d'architecture et de structure. Il faut de très bonnes prescriptions pour que les entreprises de construction travaillent bien. Et il faut aussi penser à la préservation du bois, c'est-à-dire comment traiter le bois ou le protéger de manière à ce qu'il soit peu sensible justement aux champignons, aux maladies et aux larves d'insectes. Si on ne fait pas ça, eh bien vous aurez des structures qui ne sont pas durables dans le temps et qui tiennent quelques années, quelques dizaines d'années. Alors, second inconvénient important, c'est que le bois a beaucoup de caractéristiques mécaniques. Il est très anisotrope. Alors, si on le compare à l'acier, l'acier, grosso modo, il y a deux caractéristiques mécaniques qui sont utiles. C'est le module d'élasticité et la limite de rupture ou d'élasticité. Donc, en gros, deux. Mais pour le bois, il y en a une dizaine. Et donc, d'un point de vue calcul, eh bien, il refroidit beaucoup d'ingénieurs conseils, beaucoup d'ingénieurs en stabilité, parce qu'il faut le connaître, il faut bien le maîtriser, il faut une longue expérience pour pouvoir être sûr de ce qu'on construit et prendre les responsabilités qui vont avec. Alors, les assemblages sont souvent compliqués, complexes et nécessitent souvent de l'acier. La conception est délicate. J'y reviendrai dans la partie 4 de ce cours. Alors, le bois possède des défauts naturels. Les nœuds, les fentes, des contraintes internes, tout ça, ça doit être pris en compte lors de la conception, lors du calcul, lors de la construction. Alors, le bois peut avoir un très bel aspect visuel, mais lorsqu'il est mal mis en œuvre, par exemple, lorsqu'il y a des coulées d'eau ou qu'il est trop exposé au soleil, ou au contraire trop au nord, eh bien, il peut avoir un aspect visuel qui n'est pas très bon, avec des teintes qui varient, des coulées, des mousses qui s'y placent, etc. Et enfin, pour avoir personnellement à mon domicile une terrasse en bois, eh bien, je peux vous dire que le bois peut être plus glissant que de la glace lorsqu'il est mouillé, et donc il faudra toujours être très attentif à cela. Et donc, en résumé, le bois, c'est un matériau fantastique, mais il ne peut être durable dans le temps, et donc rentable et donc intéressant, que s'il est accompagné d'une conception irréprochable dans sa géométrie, dans les détails d'assemblage, dans les liaisons avec les fondations, dans les problèmes d'évacuation des eaux, d'un calcul précis, de prescriptions adéquates qui concernent sa protection, son imprégnation, sa finition, et d'une mise en œuvre irréprochable. Et à tout ça, s'ajoute évidemment un entretien régulier. Si vous ne faites pas tout ça, eh bien, il ne faut pas construire en bois. Alors, ceci nous amène au chapitre 4 qui concerne l'anatomie du bois, que je vais survoler de manière assez rapide parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. Vous voyez sur cette photo que le bois, en tant que matériau naturel, est évidemment extrêmement anisotrope. Et sa caractéristique, je dirais, principale, c'est qu'il est fibré.
Alors voici un film qui a été pris dans un scanner médical dans lequel on a placé une poutre en chêne. Alors il y a une photo qui est prise tous les 2 millimètres dans cette poutre en chêne, donc on a vraiment l'impression de marcher, d'évoluer dans le sens de la grume. Alors qu'est-ce qu'on peut voir évidemment? On peut voir que le bois est caractérisé par une série de défauts. Ces défauts, eh bien, ce sont des nœuds, par exemple, qui sont en fait l'origine de branches qui existaient à un moment donné dans la vie de l'arbre. Il y a des fentes, hein, vous voyez les zones noires triangulaires, là, eh bien, ce sont des fentes de séchage, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Vous avez également des cernes dont l'épaisseur et la géométrie varient. Et donc vous réalisez, en voyant ce film, eh bien que le bois, ça va être un matériau qui va vous demander beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'attention, si vous voulez l'utiliser pour construire des ouvrages. Alors voici une coupe dans un tronc d'arbre, avec le duramen dans la partie centrale, qui a un rôle de soutien mécanique de l'arbre. Euh, c'est la zone qui possède les meilleures ou moins mauvaises, ça dépend comment on le voit, caractéristiques de durabilité, une fois que l'arbre est débité. Alors il y a l'aubier, qui est épais de quelques centimètres, qui est constitué de cellules qui ont été formées récemment. Une fois que l'arbre est coupé et débité, il est plus sensible aux champignons et aux insectes, mais par contre, il est plus facilement imprégnable que le duramen avec des produits de préservation. J'en parlerai plus tard. La sève ascendante y circule, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux qui servent à la croissance de l'arbre. Alors après, on a un tissu très fin, non visible à l'œil nu, qui s'appelle le cambium et qui, en fait, a un rôle qui permet de faire croître en épaisseur l'arbre, et vers l'extérieur, il produit ce qu'on appelle le libère, et le libère, c'est l'écorce interne, c'est par là que circule la sève descendante. Et puis finalement, on a l'écorce, qui est en fait une zone de bois mort, mais qui a quand même un rôle de protection par rapport à tout ce qui peut se passer à l'extérieur de l'arbre. Alors sur certains arbres, les différentes zones, en particulier le duramen et l'aubier et l'écorce, sont bien visibles. On ne distingue pas toujours l'aubier et le duramen. Par exemple, sur l'épicéa, ça se voit pas très fort, mais par contre, sur le chêne, ça se voit beaucoup plus. Alors, quelques considérations sur la croissance de l'arbre et sa composition chimique. Ce schéma-ci est assez explicite, vous comprenez tout de suite comment se forme l'arbre d'année en année avec les cernes de croissance que l'on retrouve lorsqu'on coupe l'arbre. La composition moléculaire du bois varie très très peu d'une naissance à l'autre. En gros, vous avez du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote et des minéraux divers. Et tout cela forme des chaînes organiques euh, qu'on va appeler des macropolymères, de la cellulose, de l'hémicellulose ou de la lignine. Et donc, l'âge réel d'un arbre est identifiable seulement à la base du tronc, puisque c'est à la base du tronc que vous avez tous les cernes, y compris ceux de la première et deuxième année. Alors ici, on rentre vraiment dans l'anatomie du bois. Je ne vais pas parler en détail de tout ceci. Retenez quelque chose. Ce qu'on appelle la direction radiale, eh bien, c'est celle qui part du centre de l'arbre vers l'extérieur, à l'horizontale. La direction axiale, eh bien, c'est celle qui se trouve dans l'axe de l'arbre. Et la direction tangentielle, eh bien, c'est la direction qui est partout tangente au cerne de croissance de l'arbre. Alors retenez également que l'arbre, eh bien, il est formé de trachéides. En fait, ce sont des cellules qui sont parallèles à l'axe de l'arbre, qui ont une longueur de quelques millimètres. Donc ici, je parle pour les résineux, hein. Une largeur de quelques centièmes de millimètre. Elles sont discontinues et placées en recouvrement les unes au-dessus des autres. Et c'est ce qui forme en fait les fibres du bois. Certaines essences contiennent ce qu'on appelle des ponctuations aréolées. Donc ce sont des petites ouvertures transversales
qui relie entre elles les différentes fibres verticales qui sont empilées les unes au-dessus des autres et les unes à côté des autres, et qui permettent par exemple l'imprégnation du bois avec des produits de préservation, donc qui ont pour but de le rendre plus durable dans le temps, moins sensible au, au pourrissement, aux champignons donc, et aux larves d'insectes. Alors voici de nouveau une vue au microscope électronique d'une coupe transversale à travers des fibres, donc des trachéides. Et on voit évidemment bien ici que ces trachéides sont creuses et que le bois va pouvoir assez facilement se gorger d'eau. J'y reviendrai très bientôt. Voici encore d'autres vues au microscope électronique. Alors j'ai passé sous silence quelques transparents qui concernent les feuillus avec des photographies prises au microscope électronique. Voilà, je ne veux pas aller dans les détails, allez lire votre cours si vous le désirez. Il y a des différences au point de vue de l'anatomie, il y a d'autres différences. La première évidemment c'est que les feuilles ont des feuilles comme leur nom l'indique et les résineux des épines. Les résineux sont plus anciens que les feuillus, ils ont plutôt 350 millions d'années alors que les feuillus ont plutôt 150 millions d'années. Les résineux comportent moins d'espèces différentes que les feuillus. Et une chose intéressante à savoir, c'est que le poids volumique des résineux est globalement inférieur à celui des feuillus, à part quelques exceptions comme le peuplier, le balsa et l'if. Et comme le poids volumique est directement lié aux caractéristiques mécaniques, eh bien, ceci a une certaine importance, j'en reparlerai d'ici quelques minutes. Alors voici encore différentes vues prises au microscope électronique. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez. Alors voilà, on arrive tout doucement au chapitre 5 qui concerne le bois, la température et l'eau. Alors voici quelques définitions utiles. D'abord deux définitions qui représentent finalement la même notion, c'est-à-dire la quantité de vapeur qui se trouve dans de l'air, la teneur en eau en grammes par kilo et l'humidité absolue en grammes par mètre cube. Alors elles ne se distinguent que par les unités qu'on utilise. Les grammes par kilo, ce sont des grammes d'eau par kilo d'air sec, ou des grammes de vapeur par kilo d'air sec, et l'humidité absolue, ce sont des grammes d'eau par mètre cube d'air humide. Donc deux définitions différentes. Selon disons, les approches que l'on fait, on utilise l'une ou l'autre unité. Alors, l'humidité absolue de saturation, que l'on va souvent considérer en grammes par mètre cube, tout comme l'humidité absolue, c'est la masse de vapeur d'eau maximale que peut contenir un mètre cube d'air humide. Alors, cette humidité absolue de saturation, elle dépend à la fois de la pression atmosphérique et de la température ambiante. En fait, lorsque l'on est tout proche de la saturation, un léger refroidissement ou une légère augmentation de pression eh bien, liquéfie une certaine quantité de vapeur. Et cette vapeur donc, va se retrouver sous forme de gouttelettes sur les objets qui sont dans l'environnement. Alors, il y a une dernière notion qui est l'humidité relative, en fait, qui est le rapport entre les deux définitions précédentes. Donc, c'est le rapport entre l'humidité absolue et l'humidité absolue de saturation. Évidemment, pour une température et une pression atmosphérique donnée. Donc phi est égal à l'humidité absolue en grammes par mètre cube divisé par l'humidité absolue de saturation en grammes par mètre cube. Alors voici un diagramme très utile qui s'appelle le diagramme de Mollier, qui est valable pour une certaine pression. Celui que je vous montre ici est établi pour la pression de 101 325 pascal, c'est-à-dire une atmosphère ou un bar. Alors, en abscisse, ici, on a la température de moins 15 à 55 degrés. Et en ordonnée, on a la teneur en eau qui, ici, sur ce graphique-ci, s'exprime en grammes par kilo d'air sec et non pas en grammes par mètre cube d'air humide. Mais on pourrait le faire. Alors, toutes les courbes en bleu représentent des courbes qui représentent une même humidité relative, 10%, 20%, 30%, etc., jusqu'à cette courbe-ci en bleu gras, qui est la courbe d'humidité relative 100%, c'est-à-dire la courbe qui représente un air qui est saturé en vapeur d'eau. Alors voyons comment on peut utiliser cette courbe.
D'abord, ben, regardez par exemple comment l'interpréter. À 25 degrés, je peux au maximum contenir par kilo d'air sec 20 grammes d'eau. Alors, imaginons maintenant qu'on a un air qui est à 20 degrés et avec une humidité relative de 30%. Et imaginons que je refroidis cet air jusqu'à une température de 2 ou 3 degrés ici. Qu'est-ce qui va se passer? Cet air contient toujours la même quantité d'eau, mais il fait plus froid. Et donc, je me rapproche très très près de la courbe d'humidité relative 100%. Qu'est-ce qui va se passer si je refroidis encore? Eh bien, je vais avoir une condensation d'une partie de la vapeur d'eau qui se trouve dans l'air sous forme de gouttelettes qui va se déposer sur les objets environnants. Alors, dans le bois, il y a trois types d'eau. Il y a l'eau libre, l'eau liée et l'eau de constitution. Alors, l'eau libre, c'est de l'eau qui est telle qu'elle contenue à l'intérieur des pores, c'est-à-dire à l'intérieur des trachéides pour les résineux et des vaisseaux pour les feuillus, voir les photographies prises au microscope électronique que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, l'eau liée, c'est de l'eau qui se lie de manière non définitive aux molécules organiques de lignine, d'hémicellulose et de cellulose. Alors cette eau, on peut l'extraire simplement par séchage, sans du tout altérer les propriétés intrinsèques du bois. Donc cette eau peut revenir éventuellement, se lier avec les molécules organiques lorsque le bois est à nouveau placé dans une atmosphère humide. Et puis on a l'eau de constitution qui est en fait chimiquement liée, qui appartient en fait à la matière organique elle-même, et on ne peut la faire sortir sans transformer, sans détruire le bois. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler la masse anhydre, qu'on va noter M0? Eh bien, c'est la masse d'un bois dont on a extrait toute l'eau libre et toute l'eau liée. Une notion très très importante sur laquelle on reviendra souvent, qui est la notion de teneur en eau du bois. Synonyme humidité du bois ou taux hygroscopique du bois. Alors on va la noter W, et cette teneur en eau, c'est la masse humide moins la masse anhydre sur la masse anhydre. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si W égale 30%, ça veut dire que pour une masse de bois sec de 1, on va avoir 0,3 de masse d'eau. Si W vaut 100%, ça veut dire qu'il y a autant d'eau que de bois sec. Et si W vaut par exemple 200%, ça veut dire que la masse d'eau qui est comprise dans le bois est égale à 2 fois la masse de bois sec. D'accord? Une masse de bois sec qui se trouve avec 2 masses d'eau. Alors au moment de l'abattage, en général, cette humidité du bois est assez importante. Pour les feuillus, elle tourne autour de 100%, 80-100%. Pour les résineux, un petit peu plus, 100 à 150%. Pour le peuplier, qui est un bois très léger, elle peut aller jusqu'à 200%. Hein, donc on a 2 masses d'eau pour une masse de bois sec, et pour le balsa encore beaucoup plus, jusqu'à 50%. Pourquoi? Parce que le balsa a des grandes cellules qui peuvent accueillir beaucoup d'eau et qu'il est extrêmement léger de ce fait. Alors, le bois peut évidemment sécher, soit naturellement, soit de manière forcée dans des étuves. Si c'est de manière naturelle, eh bien le bois va passer plusieurs mois, voire plusieurs années à s'équilibrer, à avoir donc une humidité qui s'équilibre avec celle de l'air dans lequel il se trouve, de l'atmosphère dans laquelle il se trouve. Et puis on peut aussi forcer ce séchage, donc en plaçant le bois dans des étuves, et on peut évidemment forcer ce séchage jusqu'à avoir une teneur en eau W qui vaut 0%. Alors, quand on fait un séchage, eh bien, en général, d'abord, l'eau qui part, c'est l'eau libre, c'est-à-dire l'eau qui se trouve dans les cellules. Et ce qui est important à savoir, c'est que la perte de cette eau libre n'a aucune influence sur les propriétés mécaniques du bois, ni sur son volume. On ne va pas avoir un rétrécissement, une diminution des dimensions du bois. Pourquoi? Mais parce que cette eau libre se trouve dans des cellules qui, quand l'eau part, restent vides en fait. Et l'air va remplacer l'eau. Par contre, oui, et alors cette perte d'eau libre, donc quand on a évacué toute l'eau libre, eh bien en fait cela correspond à peu près pour quasiment toutes les essences à une teneur en eau de 30%. Alors si maintenant on continue le séchage, soit de manière naturelle, soit de manière forcée, eh bien on va diminuer la valeur de W jusqu'à des valeurs de
25, 20, 15%, 10%, ça dépend de l'humidité de l'air. Et si on le met en étuve, on peut même aller jusqu'à 0% si on évacue toute l'eau libre et toute l'eau liée. Et si on fait ça, donc en dessous de 30%, donc ça veut dire qu'on commence à évacuer l'eau liée, et là, eh bien, on a une diminution des dimensions du bois, puisque cette eau liée, elle est liée aux molécules organiques, et si on leur enlève le ρ, eh bien, il y a, en fait, le volume de matière commence à diminuer. Et donc, c'est ainsi qu'en dessous d'une teneur en eau de 30%, on peut avoir des variations de volume qui sont très importantes. Donc, et ça se passe aussi évidemment quand le bois reprend de l'humidité, se regonfle avec de l'eau. On a des variations dimensionnelles alors de gonflement qui peuvent se produire et qui sont parfois importantes. On va quantifier tout cela dans quelques secondes. Voici un petit raisonnement basé sur la formule que l'on vient de voir et qui a pour but d'évaluer la perte de masse, donc la perte de masse en eau, entre un bois sur pied et le même bois qui est mis en œuvre. Alors, je vais considérer que mon bois sur pied a une teneur en eau de 100%, c'est-à-dire un W qui vaut 1 dans ma formule. Qu'est-ce que j'en retire? J'en retire une masse de bois sur pied, MBSP, qui vaut 2 fois la masse anhydre, c'est-à-dire que pour une masse de bois sec, j'aurai une masse d'eau. Et maintenant, je considère ce même bois qui a séché, que l'on met en œuvre à une teneur en eau de 15%. Je reprends ma formule dans laquelle j'ai un W qui vaut 0,15 et ici une masse de bois mise en œuvre, donc MBM0. J'en déduis quoi? J'en déduis que mon MBM0 vaut 1,15 fois ma masse anhydre, c'est-à-dire que pour une masse de bois, j'aurai 0,15 masse d'eau. Alors si je fais le rapport entre ces deux relations-là, c'est-à-dire que j'élimine en fait la masse anhydre M0, j'obtiens une masse de bois mise en œuvre qui vaut 0,57 fois la masse du bois sur pied. En d'autres termes, le bois, entre le moment où il est coupé et le moment où il est mis en place, eh bien, il va perdre de l'ordre de 50%, un petit 50% de sa masse. Et cette masse perdue, c'est évidemment de l'eau qui est partie évidemment dans l'atmosphère. Alors, un élément en bois qui a été coupé depuis un moment suffisant et que l'on place à l'intérieur ou à l'extérieur, il va avoir une teneur en eau qui va en fait s'équilibrer avec l'humidité relative de l'air. Et comme cette humidité relative de l'air varie par exemple en fonction des saisons, eh bien on va avoir également une variation de la teneur en eau du bois. Alors cette courbe vous montre justement ces variations, cet équilibre qui se fait entre l'air et le bois. Ici en abscisse vous avez l'humidité relative de l'air ambiant et en ordonnée vous avez la teneur en eau du bois avec ces courbes qui vous montrent évidemment que plus l'air est humide, plus le bois sera également humide et plus la température diminue, plus ce bois pourra contenir de l'eau. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre, de bien comprendre ces courbes et comment les utiliser? Eh bien parce qu'on sait que toute variation de teneur en eau du bois va provoquer en fait des gonflements ou des rétrécissements du bois qui peuvent être embêtants, parfois dangereux pour la structure. Et donc, il est important, quand on met en œuvre du bois, de le mettre en œuvre en contrôlant, en maîtrisant sa teneur en eau, de telle manière que cette teneur en eau corresponde à son humidité relative d'air ambiant d'équilibre. Ok. Alors, quel raisonnement est-ce qu'on devra faire? Eh bien, et surtout, quelles sont les valeurs, disons, prescrites pour la mise en œuvre, pour la teneur en eau lors de la mise en œuvre du bois? Alors, prenons le tableau ici de gauche. On se trouve à l'extérieur, on considère qu'on est à l'extérieur en Belgique, et en été, on a, disons, une température de 20 degrés, une humidité relative de 70%. Et donc, cela, si on se reporte aux courbes qui sont ici au-dessus, cela correspond à une teneur en eau du bois d'équilibre de 13%. Et en hiver, on a un petit peu plus d'humidité relative de l'air à l'extérieur, ce qui correspond à une teneur en eau du bois à l'équilibre de 19%. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur, en Belgique, en moyenne, on a dans du bois donc, qui est exposé à l'extérieur, on aura une variation de la teneur en eau qui ira de 13 à 19%, et donc qu'il vaut mieux mettre en œuvre du bois à l'extérieur qui a une teneur en eau qui est juste entre les deux, qui est de l'ordre de 16%.
Et on peut faire exactement le même raisonnement si on met du bois en œuvre à l'intérieur. Voilà, on a des différences sur la température ambiante et sur l'humidité relative de l'air. Et là, on voit qu'à l'intérieur, on aura plutôt des variations de teneur en eau du bois qui vont de 7 à 13%. Et si on fait la moyenne des deux, on se trouve à peu près à 10%. Et donc, en d'autres mots, la teneur en eau conseillée du bois mis en œuvre à l'extérieur, c'est plutôt 16%, alors qu'à l'intérieur, c'est plutôt 10%. Et si on fait ça, eh bien, on minimise les écarts, les variations de teneur en eau du bois en fonction des saisons. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir une idée, comment est-ce qu'on peut connaître la valeur de cette teneur en eau du bois? Eh bien, pour ça, il faut un petit appareil qui s'appelle un hygromètre, qui comporte deux petites tiges métalliques que l'on va enfoncer dans le bois et qui, par l'intermédiaire d'une mesure de résistivité électrique, va nous donner la valeur de la teneur en eau du bois. Alors, quelques règles de bonne pratique, maintenant que l'on sait que le bois a une certaine propension à avoir sa teneur en eau qui varie en fonction des saisons et qui s'équilibre avec l'air atmosphérique et qui donc peut générer des gonflements ou des retraits parfois importants. Alors, ne jamais mettre en œuvre du bois qui contient encore de l'eau libre, c'est déjà une première chose. Toujours entreposer le bois sur le lieu de la construction pendant autant de temps que l'on peut, j'ai envie de dire, avant de le mettre en œuvre, comme ça ce bois s'équilibre avec l'air ambiant sur le lieu de la construction. Toujours avoir son petit hygromètre pour mesurer la teneur en eau du bois et pour voir si elle correspond bien aux valeurs prescrites, 10%, 16%, comme on vient de le voir sur le slide précédent. Concevoir des détails d'assemblage et d'architecture qui permettent des variations dimensionnelles, et je parlerai beaucoup des détails d'assemblage dans la partie 4 de ce cours. Et enfin, évaluer par calcul la valeur de ces variations dimensionnelles pour voir si on est de l'ordre du dixième de millimètre, de l'ordre de millimètre ou de l'ordre du centimètre. Et on va voir d'ici quelques secondes comment calculer ces variations dimensionnelles. Alors, comment quantifier ces variations dimensionnelles du bois en fonction des variations de sa teneur en eau? Alors d'abord, il faut savoir que plus un bois est lourd, dense, plus il contient de la matière cellulosique, plus il est susceptible de fixer ou de libérer d'ailleurs de l'eau liée, soit dit en passant, plus ces variations dimensionnelles seront grandes. Alors on va définir trois axes: l'axe longitudinal qui est parallèle aux fibres, l'axe radial qui part du centre vers l'extérieur et l'axe tangentiel qui est partout tangent aux cernes qui se trouvent dans le bois. Alors, il faut savoir que selon l'axe longitudinal, les variations dimensionnelles du bois seront quasiment négligeables. Par contre, selon les deux autres axes, elles seront assez importantes. Et d'ailleurs, celles qui se feront selon l'axe tangentiel seront d'un ordre de grandeur plus important, 2 fois plus importante que selon l'axe radial. Alors ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Eh bien, lorsque une grume va sécher, un cerne va avoir tendance à réduire sa longueur, évidemment, alors que de manière radiale, le bois aura beaucoup moins envie de diminuer sa longueur, ce qui va provoquer une rupture ou des ruptures des cernes, ce qui va donner naissance aux fentes ou fissures radiales. Alors, très pratiquement, comment faire pour quantifier les variations dimensionnelles du bois? Et puis, je vais vous montrer un exemple. Voici une formule qui donne l'allongement ou le rétrécissement du bois en fonction d'un coefficient de retrait ou de gonflement. Alors, il faudra voir selon quelle direction on le prend, en fonction de la variation de teneur en eau du bois et en fonction de la longueur que l'on considère. Puisqu'évidemment, plus la dimension est grande, plus la variation de dimension sera grande. Alors dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les valeurs de ce coefficient de retrait ou de gonflement en pourcent par pourcent. D'accord? Alors, chaque ligne représente ici une essence, et puis on a une colonne pour le comportement tangentiel, une colonne pour le comportement radial, une colonne pour le comportement longitudinal. Et déjà, qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh bien, vous voyez que dans le sens longitudinal, donc dans l'axe du tronc, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc, les variations dimensionnelles sont négligeables.
Et puis, dans le sens tangentiel, elles sont de l'ordre de 2 fois plus grandes que dans le sens radial. Alors voici un exemple. Je vais considérer un parquet qui est constitué de planches de chêne qui sont placées les unes parallèlement aux autres, les unes à côté des autres, entre deux murs qui sont espacés de 5 mètres. Alors, donc les planches sont parallèles au mur. Alors je vais reprendre le tableau que je vous ai déjà montré tout à l'heure, qui vous dit qu'à l'intérieur, il vaut mieux mettre en œuvre du bois qui a une teneur en eau de 10%. Pourquoi? Parce qu'on sait que entre l'été et l'hiver, on va avoir des variations de teneur en eau, donc qui sont dues à l'équilibre entre le bois et l'air, des variations qui vont osciller entre 7 et 13%, et donc ce 10% est une valeur moyenne. Alors, ça veut donc dire qu'entre l'été et l'hiver, entre les saisons, au cours des saisons, vous avez un écart de 3% de teneur en eau qui va se produire dans un sens et dans un autre dans le bois. Alors, voyons ce qui se passe si on prend des planches qui sont découpées ici, donc plutôt des planches sur quartier, on appelle ça sur quartier, donc qui vont subir un déplacement plutôt radial. Alors dans le sens radial, j'ai du chêne, j'ai un bêta qui vaut 0,19, donc que me donne ma formule. La variation de longueur du bois placé entre les deux murs vaut donc 0,19 sur 100, fois un écart de 3% de teneur en eau, fois la longueur totale qui est de 5000 mm. Qu'est-ce qu'on obtient? 28,5 mm, ce qui est déjà une valeur très très grande. Alors regardez, si on décide maintenant de placer, enfin parfois on n'a pas le choix, hein, de placer des planches de parquet qui sont plutôt découpées ici, c'est-à-dire des planches sur DOS, eh bien je vais reprendre la même formule, mais cette fois-ci j'ai plutôt un gonflement tangentiel, et mon gonflement tangentiel pour du chêne, il est illustré par un bêta qui vaut 0,32, 0,32 sur 100 fois 3 fois 5000, ça nous donne 48 mm. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'au cours des saisons, votre parquet qui est placé entre les deux murs va avoir envie de s'allonger ou de se rétrécir, donc dans le sens perpendiculaire au mur, d'une valeur qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de millimètres. Et donc vous allez avoir des désordres évidemment. Donc il faut prévoir des joints, par exemple placés sous les plaintes, sinon votre plancher il va se soulever en été et il va alors en hiver, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des petits espaces qui vont se produire entre les planches. Et donc, ça vous montre à quel point ces variations dimensionnelles peuvent être vraiment importantes et qu'il faut absolument en tenir compte quand vous travaillez avec du bois. Alors, vous venez de comprendre évidemment que le comportement dimensionnel du bois en fonction de l'humidité va très fortement varier en fonction de l'endroit où ce bois a été coupé dans les grumes. Et quand vous faites livrer du bois, vous ne choisissez pas. On vous livre du bois et eh bien, vous utilisez ce que vous avez. Et donc le comportement va, donc de vos éléments de bois va varier en fonction de l'endroit duquel il est extrait dans le tronc. Alors dans la partie supérieure de ce transparent, ça vous illustre la même chose hein, avec d'autres schémas, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre ici en dessous, ça explique le fait que vous pouvez choisir d'éventuellement provoquer une fissure à l'intérieur du bois, c'est-à-dire que vous pouvez faire un trait de disquage dans les éléments, ce qui fait que vous évitez qu'il y ait des fissures qui se produisent de manière aléatoire le long du bois, et vous en fait concentrez de manière artificielle la fissure quelque part dans le bois. Ça ne se fait pas souvent, mais c'est une solution qui peut être adoptée dans certains cas. Alors, quelques considérations sur le poids volumique du bois. Alors, on va noter ρ0, le poids volumique du bois à sec, donc W égale 0%, et ρW, le poids volumique d'un bois humide. Alors, il faut savoir que le poids volumique spécifique de la matière qui compose le bois, donc le bois sec, elle est invariable selon toutes les essences, à peu près 15 kN par mètre cube, ce qui fait qu'on n'aura jamais finalement un bois qui fera plus que 15 kN par mètre cube. Alors,
selon la nature des cellules, leur porosité, la teneur en eau du bois, eh bien, ce poids volumique va varier, et surtout pour les feuillus d'ailleurs, où on a des grandes disparités. Le balsa fait 1 kN par mètre cube, des bois exotiques très lourds font 13 kN par mètre cube. Ceux-là ne contiennent quasiment aucun vide. Vous avez ici un tableau qui reprend le poids volumique rho 0 en kN par mètre cube du bois sec, donc pour différentes essences. Vous voyez que on va de 3,5 kN par mètre cube en moyenne pour le peuplier à 7 kN par mètre cube en moyenne pour le chêne, en passant par 4,2 pour l'épicéa. Et bien sûr, il y a des variations, puisque le poids volumique du bois va dépendre de l'endroit où il a poussé, de son ensoleillement, de la qualité du sol, etc. Il faut savoir, et j'y viendrai un peu plus en détail plus tard, que le poids volumique du bois, il est d'autant plus élevé, que les caractéristiques mécaniques du bois sont d'autant meilleures que son poids volumique est élevé. Alors, on a ici un graphique qui illustre en fait le poids volumique de toute une série d'échantillons d'épicéa suisse. En ordonnée, on a les occurrences pour chacun des poids volumiques, et on voit que on a une assez grande disparité, hein, avec quelque chose qui peut ressembler plus ou moins à une courbe de Gauss. Et cette disparité, l'étalement de cette courbe dépendra, je viens d'en parler, de l'environnement dans lequel l'arbre a poussé, la nature du sol, l'ensoleillement, etc. Alors, le poids volumique, il est donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, soit exprimé à sec, rho 0, mais soit de manière humide. Et souvent, on l'exprimera pour une valeur W de 12 à 15%. En réalité, les deux valeurs ne sont pas très différentes, 5 à 7% d'écart entre les deux, parce qu'en fait, si le bois est humide, il est plus lourd, et donc il est aussi plus volumineux. Donc il y a une compensation quelque part. Alors, quelques mots sur la dilatation thermique du bois. Voici une formule que vous connaissez déjà, delta L égale alpha delta TL, donc l'allongement d'un matériau qui est soumis à une variation de température delta T, qui a une longueur L et qui possède un coefficient de dilatation thermique alpha, eh bien vaut alpha delta T fois L. Je vous ai repris ici dans le tableau les valeurs de ce coefficient de dilatation thermique pour les différents matériaux. Vous savez que pour l'acier et pour le béton, on tourne autour des 12, 10, moins 6. Et vous voyez que pour le bois, eh bien, on va de 6 à 70, moins 6 selon le sens que l'on prend, ou la direction plutôt. Longitudinalement, on a très peu de variations. Et puis, dans le sens radial et dans le sens tangentiel, on a des variations assez fortes. Mais les variations thermiques, finalement, restent assez faibles par rapport aux variations de la teneur en eau. Et elles sont bien souvent disons, absorbées par les jeux d'assemblage. Je reviendrai sur les assemblages abondamment dans la partie 4 de ce cours. Alors j'en viens au chapitre 6 qui concerne la durabilité du bois, sa préservation, sa finition, ses règles de conception. Alors, il y a deux organismes qui sont à l'origine d'une dégradation du bois. Il y a d'abord les champignons. Bon, il y a de très nombreuses variétés. On entend souvent parler de la mérule, qui est vraiment un champignon qui peut anéantir une structure en très peu de temps. Vous avez ici une photographie qui montre la mérule sur une charpente en bois. Deux grandes catégories de champignons, ceux qui détruisent le bois et qui altèrent ses propriétés mécaniques, et puis ceux qui le décolorent et qui en altèrent simplement son esthétique. On parle parfois de bleuissement. Alors, il faut 4 conditions pour que les champignons se développent sur ou dans du bois. Il faut d'abord qu'il y ait des spores qui arrivent. Ils peuvent être amenés par l'air, par les chaussures, par les animaux, donc on ne peut pas empêcher qu'ils arrivent. Il faut une teneur en eau qui est supérieure à 22%, c'est-à-dire finalement une humidité relative plus grande que 85%. Alors ça, normalement, à l'intérieur d'un bâtiment qui est bien construit, qui est entretenu, on n'y est jamais, puisqu'on tourne plutôt autour de teneur en eau de 10-15%. Il faut un apport en oxygène suffisant, puisque les champignons sont des organismes aérobies, donc qui ont besoin d'oxygène. Un bois d'ailleurs qui est totalement plongé dans l'eau n'est pas sensible aux champignons, conifèrent les fondations des bâtiments qui sont à Venise et qui existent depuis plusieurs siècles et qui sont toujours, pour certaines, en bon état.
Et puis enfin, il faut des températures favorables, mais déjà à partir de 5 degrés, certains champignons comme la mérule se développent. Donc là, finalement, dans ces quatre conditions-là, eh bien, la teneur en eau est celle qui, à l'intérieur du bâtiment, finalement, nous garantit le plus que nous serons à l'abri des champignons. Alors, il y a pas mal d'exemples d'altération du bois par pourriture à cause des champignons. En voici un, hein, une magnifique tour ici située à Jeudine en Belgique, qui malheureusement avait certaines parties des éléments en bois qui étaient constitués d'aubier, et cet aubier a très très vite pourri. Et donc finalement, les parties en bois ont dû être remplacées par des parties en acier. Alors, qu'est-ce qui peut également altérer le bois? Eh bien, les insectes, ou plutôt les larves d'insectes. Alors, il y a plein d'espèces différentes. Les plus connues sont le capricorne, la petite vrillette qui s'attaque aussi aux meubles et au papier dans les livres. Vous avez peut-être déjà tous ouvert un vieux livre dans un grenier qui était mangé comme ça, dans lequel il y avait des rainures de papier mangé. Eh bien, voilà, c'est la petite vrillette. Il y a aussi la grande vrillette qui est aussi appelée horloge de la mort. Et je me souviens très bien de quand j'étais petit garçon, je travaillais dans le bureau de mon papa et j'entendais un tac, tac, tac. Et je lui avais demandé ce que c'était. Et il était entomologiste justement. Et il m'avait dit, ah mais ça c'est l'horloge de la mort. Alors il m'avait vite rassuré en m'expliquant ce que c'était. Les termites également, qui ne sont pas ou pas encore signalés en Belgique, mais qui le sont en France. Voici ici une larve de capricorne qui peut faire 10 à 30 mm de long, donc ce sont des larves qui ont quand même une certaine taille. Alors il y a trois catégories de larves d'insectes. Il y a celles qui s'attaquent au bois sur pied, donc aux arbres vivants. Il y a celles qui ne s'attaquent qu'au bois mort, en fait, et qui jouent en fait un rôle assez important dans le cycle naturel des forêts, puisqu'elles permettent de décomposer finalement les arbres morts pour laisser la place aux nouveaux arbres. Et puis, il y a celles qui sont les plus embêtantes, qui s'attaquent au bois sec, et c'est surtout le capricorne qui s'attaque d'ailleurs assez facilement à l'aubier des résineux et aussi la petite vrillette. Alors, le développement du capricorne et de la petite vrillette, il est favorisé lorsqu'on a des températures supérieures à 10 degrés, et donc c'est-à-dire des températures qu'on a très souvent dans nos régions, et puis favorisé également pour des taux des teneurs en eau du bois qui sont supérieurs à 10%, et plus cette teneur en eau du bois est importante, plus le bois est susceptible d'être mangé par ces larves d'insectes. Et donc ce sont ici des conditions qu'on a finalement très souvent dans les ouvrages en bois. Quelques mots sur la durabilité naturelle du bois. Il faut savoir que l'aubier, il est assez peu durable, il vaut mieux le purger, l'enlever. Par contre, le duramen a une durabilité bien plus grande. Le problème, c'est que les deux n'ont pas toujours, enfin ça dépend des essences, hein, mais n'ont pas toujours une couleur différente, et donc c'est pas toujours une évidence de pouvoir les discerner. Alors il y a des essences tropicales qui ont des durabilités gigantesques, hein, supérieures à 50 ans, même dans des environnements humides, exposés aux intempéries. Je vous laisse faire un arrêt sur image sur ce tableau qui nous donne une idée des durabilités des essences, je dirais, de chez nous. On remarque évidemment que les meilleures essences sont le chêne, hein, comme on peut s'y attendre, le robinier, le cèdre et le mélèze sont également assez bons, le Douglas, mais donc toujours veiller à enlever l'aubier, surtout si le bois est placé à l'extérieur. Comment augmenter la durabilité naturelle du bois? Eh bien, c'est en le traitant avec des produits chimiques. Alors, je commence par faire une petite remarque, c'est qu'on trouve extrêmement peu d'informations qui concernent les conséquences écologiques et environnementales de l'utilisation de ces produits. Voilà, il n'y a pas beaucoup de littérature disponible à ce sujet-là. Alors, on distingue des produits de préservation et des procédés. Alors, par produit, ça veut bien dire ce que ça veut dire, des différents produits chimiques, des sels métalliques, des dérivés organiques, etc. Et des procédés, c'est du badigeonnage, de la mise en peinture, de la pulvérisation, de l'autoclavage, du trempage, de l'injection, etc. Alors, je vais commencer par parler des produits. On distingue des produits de finition et des produits de préservation. Alors, les produits de finition, ce sont plutôt des lasures, des peintures. C'est un bon complément
aux bois qui ont déjà une bonne durabilité naturelle. Et ces produits de finition permettent de préserver l'aspect du bois ou même de le mettre en valeur, avec certaines teintes par exemple, ou le protéger par rapport aux ultraviolets, de limiter les échanges d'humidité avec l'air et donc de limiter par conséquent les variations dimensionnelles, et puis de limiter aussi, mais pas de supprimer, les attaques des champignons et des insectes. Ensuite, on a des produits de préservation qui peuvent être prévus pour des bois moins durables ou pour des bois plus durables, mais qu'on veut être encore plus durable. Et là, ce produit, il est introduit en profondeur et protège plus durablement contre les champignons et les insectes. Et sa pénétration, il dépend de nombreux facteurs, dont évidemment la porosité du bois. Il y a des bois qui se prêtent beaucoup mieux à l'imprégnation de produits de préservation que d'autres. Alors une notion très importante, c'est la notion de classe de service qui désigne des ouvrages qui sont de plus en plus susceptibles d'être exposés aux intempéries et donc détériorés par des larves et des champignons. Alors on parle de classe 1, de classe 2 et de classe 3. Alors la classe 1 correspond à des ouvrages qui sont protégés des intempéries et donc qui sont à l'intérieur des bâtiments. On ne parle pas ici des salles de bain et des salles de douche. Alors ça correspond à une température supérieure à 20 degrés et une humidité relative supérieure à 65 degrés seulement quelques semaines par an. La classe 2, elle correspond à des ouvrages qui sont partiellement protégés des intempéries. Vous avez une photo ici à droite qui illustre ça. Donc on a peu de contact avec l'eau. Ça correspond à des hangars ouverts, des entrepôts, des abris de bus, etc. Là, on a une température supérieure à 20 degrés et une humidité relative de l'air supérieure à 85%, seulement quelques semaines par an. Alors, pour les ouvrages de classe 3, ce sont carrément des ouvrages exposés aux intempéries et donc qui sont directement soumis à la pluie, donc en contact régulier avec de l'eau, de la vapeur d'eau. Bon, ça peut être des ponts, des passerelles, des terrasses, des garde-corps. Mon avis personnel est qu'il vaut mieux éviter de construire en classe 3 pour éviter les problèmes. Je vais passer très rapidement sur ces deux transparents. Sachez qu'il y a l'ABPB, qui est l'Association belge pour la protection du bois, qui en fait est chargée de l'homologation de tous les produits de préservation du bois qui pourraient arriver sur le marché, et également des procédés qui sont associés à tous ces produits. Vous voyez ici toutes ces procédés, aspersion, badigeonnage, trempage, etc. Et voici de nouveau un tableau qui est issu de la BPB que je vous laisse, si vous le désirez, consulter avec un arrêt sur image. Alors, quelques règles élémentaires de conception des ouvrages en bois, et je ne vais certainement pas ici être exhaustif, il en existe beaucoup, mais je vais vous citer les plus importantes. Toujours, bien sûr, utiliser du bois sec et sain. Alors, sec, ça ne veut pas dire 0% d'humidité, hein, mais ça veut dire de 10 à 15% d'humidité. Sain, ça veut dire du bois qui n'est pas déjà altéré par des champignons ou des larves d'insectes. Et aussi rédiger correctement les cahiers des charges des ouvrages. C'est-à-dire que quand on a un projet de construction, eh bien, un cahier des charges décrit évidemment la manière dont les choses doivent être faites. Et il vaut mieux trop écrire que pas assez pour être sûr que les entreprises qui mettent en œuvre font les choses correctement. Alors, il faut toujours choisir des sections de bois suffisantes au cas où, quand même, à l'avenir, eh bien, ce bois serait localement altéré par des champignons ou des larves, on ne sait jamais. Alors ça c'est très important, éviter tout contact du bois avec le sol, que ce sol soit de la terre ou bien une dalle en béton ou du carrelage ou quoi que ce soit. Il faut toujours éviter que les fibres de bois ne puissent absorber de l'eau. Et donc voici ici une photo qui vous montre par exemple comment on peut surélever le pied d'un poteau en bois. Dans le même ordre d'idée, par exemple pour les lisses basses, vous avez une photo ici à droite ou un schéma, les lisses basses des ossatures bois, j'y reviendrai plus tard. Éviter de même que ces lisses basses soient en contact avec la dalle en béton. Toujours placer des barrières d'étanchéité pour éviter absolument que de l'eau ne remonte dans le bois par capillarité, si vous avez de l'eau qui stagne. Toujours aérer les sous-sols, donc prévoir une lame d'air ventilée derrière les bardages. Donc les bardages, c'est ce qui couvre les façades. Placer des grilles, par exemple, qui permettent à l'air de passer, mais pas aux insectes.
Donc toujours, en d'autres mots, avoir une certaine ventilation des ouvrages en bois et éviter des éléments en bois debout. Du bois debout, ça veut dire du bois qui a été coupé. Donc c'est la face coupée sur laquelle on voit finalement les fibres coupées. Donc par exemple, ici c'est du bois debout, ou ici en dessous, là, au pied de poteau, c'est du bois debout. C'est une face de bois debout. Et donc éviter que ce bois debout ne soit exposé à la pluie, parce que sur cette face, sur ce bois debout, eh bien, les cellules sont ouvertes, elles ont été coupées, et donc elles sont, disons, susceptibles de pomper l'eau qui arrive dessus. Et toujours aussi bien réfléchir sur une structure en bois, et d'ailleurs sur toutes les structures en général, mais en particulier sur les structures en bois, à l'évacuation des eaux de pluie. Alors voici deux exemples de protection réfléchie, disons, du bois debout, avec ici à gauche un bardage en bois dont les extrémités sont protégées par une cornière métallique qui évite que la pluie aille en contact avec justement ce bois debout et évite que ce bois debout ne pompe l'eau qui arrive suite à la pluie. Et ici, exactement le même principe, mais ce n'est plus un profilet métallique qui protège le bois debout du bardage, mais un autre élément de bois qui est mis dans l'autre sens. Alors voici quelques autres exemples. Le plus intéressant à mon sens est celui-ci, où on a en fait une coupe verticale ici dans une toiture inclinée, avec ici des chevrons en bois, et puis au-dessus il y a l'isolation, la sous-toiture, la toiture, etc. Les deux choses intéressantes à voir, c'est d'une part ici la goutte d'eau. En fait, c'est pas une goutte d'eau hein, avec de l'eau. Ça désigne simplement une petite découpe qui fait que si de l'eau ruisselle lentement ici sur la face inférieure, eh bien, elle va s'arrêter ici et tomber sous forme d'une goutte d'eau. Et puis, d'autre part, ce qui est intéressant aussi de nous voir marquer, c'est ici une planche qui est mise de manière à protéger le bois debout du chevron et donc à éviter qu'il ne pourrisse trop vite. Et puis ces deux exemples-ci, je ne vais pas les parcourir en détail, mais ce sont aussi des exemples où on protège les bois debout. Alors voici le dernier chapitre de ce podcast numéro 1 qui concerne les caractéristiques mécaniques du bois. Alors avant de vous parler des caractéristiques mécaniques du bois, je voudrais vous parler des défauts dans le bois. Tout d'abord, il y a les nœuds qui sont le témoin de branches qui ont existé pendant la vie de l'arbre. Ensuite, il y a des contraintes internes qui existent dans certaines essences de bois, comme par exemple le hêtre, le robinier, qui proviennent d'une croissance particulière, qui génèrent des contraintes de cisaillement entre les fibres et qui se libèrent lorsqu'on découpe l'arbre. Vous avez par exemple sur cette photo une tranche de robinier qui s'est ouverte spontanément, je dirais, lors de son sciage, tout simplement pour libérer les contraintes internes qui existaient dans l'arbre depuis sa création. Et puis le troisième type de défaut, ce sont les fentes ou les fissures qui sont dues par exemple à des contraintes internes, mais quand même souvent au séchage, naturel ou forcé, et qui peuvent aussi être dues à différents facteurs comme du gel pendant la vie de l'arbre, un tronçonnage, un abattage un peu violent, des tempêtes, etc. Alors voilà un bel exemple d'un petit nichoir qui a été fabriqué à partir d'un morceau de chêne et ce bois était probablement trop humide au moment où le nichoir a été découpé et puis il a séché et vous voyez à quel point les fentes de séchage peuvent être importantes dans du bois. Je voudrais revenir sur une notion très importante qui est la notion de résistance caractéristique. Alors cette résistance caractéristique, elle peut concerner de la traction, de la compression, du cisaillement, bref, n'importe quelle caractéristique mécanique d'un matériau. Je vais ici supposer que j'ai un lot avec beaucoup d'échantillons de bois que je vais tester par exemple en traction jusqu'à la rupture et je vais aller dessiner un graphique avec en abscisse les résistances de chacun de ces échantillons. Et bien sûr, comme on a affaire à un matériau naturel, on aura une disparité relativement grande. Et en ordonnée, eh bien, je vais aller noter le nombre d'échantillons qui ont telle ou telle résistance à la rupture. Et je vais obtenir bien sûr un graphique qui est discontinu, mais que je vais pouvoir approximer avec une courbe qui ressemble en général à celle-là. Bon, la réalité est qu'elle n'est pas tout à fait symétrique en général, mais on va la considérer ici comme symétrique. Elle va avoir une valeur moyenne, ici placée sur l'axe de symétrie, et la résistance caractéristique, elle est définie comme étant la résistance
telle que 95% des échantillons ont une résistance plus importante. Et c'est celle-là que les critères de l'Eurocode utilisent. C'est-à-dire que finalement, vous voyez qu'on sera assez pénalisé, hein, puisque l'Eurocode nous oblige à utiliser finalement pour le calcul une valeur qui est, dans 95% des cas, bien inférieure à la vraie résistance du matériau. Encore un petit mot pour dire que cette courbe, eh bien, elle sera plus ou moins étalée en fonction du type de matériau. Bien sûr, je le répète, comme le bois est un matériau naturel, l'étalement de cette courbe sera plus important que si, par exemple, on considère la courbe qui provient d'essais sur des échantillons d'acier qui sont produits avec beaucoup plus de précision. Alors, une approche plutôt qualitative, plus que quantitative, des différentes résistances caractéristiques du bois. Alors on va ici considérer un bois qui est sec et qui est sans défaut. C'est important parce que j'y reviendrai plus tard en apportant certaines nuances. Alors déjà la notation. FT0K, ça représente la résistance à la traction dans l'axe des fibres caractéristiques. FC0K, la résistance à la compression dans l'axe des fibres caractéristiques. FC90K, c'est la résistance à la compression perpendiculairement aux fibres et caractéristiques. Et enfin, FT90K, c'est la résistance à la traction perpendiculaire aux fibres et caractéristiques. Alors, pour des échantillons de bois sec et sans défaut, la résistance en traction parallèle aux fibres est toujours plus grande que la résistance en compression parallèle aux fibres, qui elle-même est toujours plus grande que la résistance en compression perpendiculaire aux fibres, et qui est elle-même plus grande que la résistance en traction perpendiculaire aux fibres, qui est quasiment nulle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut fendre facilement du bois. Alors, en traction parallèle aux fibres, on a un comportement qui va être élastique et ensuite fragile. Donc, on va avoir une extension, et puis la rupture va se produire brutalement. En compression, on a plutôt un comportement élastoplastique avec une rupture qui va s'annoncer, d'abord par un décollement et un flambement des fibres. Perpendiculairement aux fibres en compression, on a aussi un comportement élastoplastique avec un écrasement des fibres qui va être visible. Et la traction perpendiculaire aux fibres, elle, est un comportement qui est totalement fragile et soudain et qui se fait par décollement des fibres. Le cas particulier, c'est évidemment le cas où on a une compression ou une traction d'ailleurs qui se fait de manière oblique par rapport aux fibres. Hein. Je parle de ce qui se passe dans cet échantillon qui est ici horizontal. Je vais considérer un angle alpha par rapport à l'axe du bois. Alors, dans ce cas-là, les résistances sont données par les formules de Hankinson qui sont données ci-dessous et que je vous laisse lire si vous le désirez. Faites un arrêt sur image. Je vais surtout commenter ce graphique-ci. Alors, comment est-ce qu'on va le lire? En abscisse, on a l'angle des contraintes par rapport aux fibres du bois, allant de 0 degré à 90 degrés. Alors 0 degré, là on est dans une compression ou une traction qui est dans l'axe des fibres, et à 90 degrés, on est dans une compression ou une traction qui est perpendiculaire aux fibres. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que dès que l'angle augmente un petit peu, eh bien, je vais déjà considérer la courbe de traction. La résistance en traction diminue très fortement. Vous voyez que pour un angle de 10 degrés, on a déjà une diminution de 50% de la résistance à la traction du bois. Et alors, dès qu'on dépasse 20 degrés, on a très très fort diminué cette résistance. Alors pour la compression, c'est aussi une forte diminution, moins, je dirais, forte que pour la traction, mais quand même, vous voyez que et là, il faut un angle de 20 degrés pour avoir une diminution de 50% de la résistance. Alors, je viens donc de vous expliquer que pour du bois sec et surtout du bois sans défaut, la résistance à la traction parallèle aux fibres était supérieure à la résistance à la compression parallèle aux fibres. Alors, on peut illustrer ce que je viens de vous raconter dans le graphique ici, qui montre qu'effectivement, il y a une grande différence entre les résistances en traction et en compression, et puis aussi que la traction correspond plutôt à un comportement élastique et puis fragile avec une rupture brutale, et la compression élastoplastique. En fait, en réalité, puisque la résistance à la traction diminue très fortement avec l'inclinaison des fibres, eh bien,
et bien plus que la résistance à la compression, en réalité, dans du bois qui possède des défauts, et du bois possède toujours des défauts, eh bien, cette courbe de résistance à la traction va être diminuée. C'est-à-dire que ce point-là va en réalité partir là-bas, c'est-à-dire être en dessous de la résistance à la compression parallèle aux fibres. Et donc, la propriété dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que Ft0K soit plus grande que Fc0K, va s'inverser en réalité pour du bois, je dirais, normal, qui comprend des défauts. Alors je vais lire avec vous cette phrase qui est marquée ici en bas. Pour du bois de structure, de taille plus grande que des échantillons de laboratoire, entre parenthèses qui n'ont pas de défaut, la présence de nœuds et donc des déviations de fibres qui vont avec, même légères, donc provoque une forte réduction de la résistance Ft0K, donc traction parallèle aux fibres. Ceci explique que les valeurs des Ft0K prescrites par l'Eurocode 5 pour les bois de structure sont globalement inférieures aux valeurs de Fc0K. Maintenant à la résistance en flexion. Alors on va supposer que les fibres sont placées selon l'axe de la poutre, écartant la situation quand même pas très pertinente d'une poutre qui est constituée de fibres de bois qui seraient perpendiculaires à l'axe de la poutre. Alors la résistance à la flexion, elle va se noter Fm, et en fait c'est une résistance fictive qui découle d'un comportement global. On va mettre en flexion des échantillons de bois, et on va avoir une rupture qui va se produire. Alors la flexion, elle correspond à de la traction d'un côté et de la compression de l'autre. Et quand on va avoir une rupture, eh bien, on va diviser le moment de rupture par le module élastique de la section, et cela va définir ce qu'on appelle la résistance en flexion Fm. Et on va voir que pour la plupart des bois utilisés en structure, eh bien, cette résistance en flexion est supérieure à la résistance en compression parallèle aux fibres, elle-même supérieure à la résistance en traction parallèle aux fibres. Alors, je lis avec vous cette phrase. Étant donné la variation triangulaire des contraintes en flexion, la présence des nœuds est moins préjudiciable en flexion qu'en traction pure. Les contraintes peuvent être déviées et donc augmentées localement près des nœuds, sans préjudice pour la résistance. Ceci explique pourquoi la résistance à la flexion est plus grande que la résistance à la traction du même élément s'il était tendu sur toute sa section. Voyons un petit peu comment se produit la rupture dans une poutre fléchie. Alors au début, le moment fléchissant il est faible et donc le matériau se comporte en compression tout comme en traction de manière linéaire. Et puis quand le moment augmente un peu, eh bien, en compression, on va avoir un matériau qui plastifie assez rapidement et donc dont les contraintes stagnent. Et par contre, en traction, la contrainte peut continuer sans problème à augmenter. Alors, puisqu'il faut un équilibre entre l'intégrale des contraintes de compression et l'intégrale des contraintes de traction, et puisque la contrainte de compression stagne, eh bien, pour augmenter l'effort de compression, il faut absolument descendre l'axe neutre. Et c'est ce qui va se passer. L'axe neutre va descendre pour, je le rappelle, qu'il y ait cet équilibre entre l'intégrale des contraintes de compression et l'intégrale des contraintes de traction. Donc, d'un côté, l'axe neutre descend, et de l'autre côté, la contrainte de traction continue à augmenter jusqu'à un état de rupture fragile et brutal. Alors, j'en viens à la résistance au cisaillement. On distingue trois types de cisaillement. Il y a le cisaillement longitudinal qui se fait, je dirais, longitudinalement entre les fibres. Il y a le cisaillement transversal qui se fait perpendiculaire aux fibres. Et puis, il y a du cisaillement roulant qui n'existe pas dans les poutres colonnes classiques, mais qui peut exister par exemple, dans des panneaux fléchis. Et je reviendrai sur les panneaux dans la partie 3 de ce cours. Alors, la résistance au cisaillement longitudinal, elle est en fait plus faible que la résistance au cisaillement transversal, et ce sera donc la seule qui sera considérée. Je vous renvoie au principe de réciprocité des contraintes tangentielles qu'on a vu pendant le cours de mécanique des structures. L'une ne peut pas exister sans l'autre. Alors, la résistance caractéristique au cisaillement, elle est de l'ordre du 10e de la résistance caractéristique en compression parallèle aux fibres. Alors, comment faire pour connaître la et les résistances caractéristiques des éléments de bois qui sont découpés en série,
hein, puisqu'évidemment le bois étant un matériau naturel, il y a une grande dispersion de ses caractéristiques mécaniques, et lorsque la scierie va vendre ces éléments de bois, eh bien, elle doit les vendre avec une certaine étiquette qui est caractéristique, c'est le cas de le dire, de ces résistances caractéristiques. Alors pour ça, on va faire un classement. Il existe deux types de classement, un classement qui est soit visuel, soit automatique. Alors le classement visuel, ben, il se fait par des hommes qui sont là à côté de chaque élément qui est découpé et qui passe devant lui sur des rouleaux, et il va observer certains paramètres comme les nœuds, leur taille, la répartition, leur quantité, la manière dont le bois a été coupé, est-ce que c'est du bois de cœur, est-ce que c'est du bois sur quartier, est-ce que c'est du bois avec de l'aubier ou pas. Il va regarder l'inclinaison des fibres, il va regarder l'épaisseur des cernes, il va regarder la courbure de l'élément, hein. Et en fonction de tous ces paramètres, il va se baser sur des normes qui vont lui permettre de faire un classement, c'est-à-dire de dire si le bois est du C24, du C30, etc. Et je vais revenir sur ces différents classements un petit peu plus tard. Alors le classement, donc c'est donc un classement qui se base sur les défauts du bois. Le classement automatique, non destructif évidemment, qui se fait par des machines, lui se base plutôt sur les qualités du bois, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments de bois qui passent les uns après les autres de manière automatique dans des machines d'essai qui vont tester mécaniquement ces éléments de bois, par exemple en les déformant et en mesurant les flèches pour des efforts donnés. Et on a aussi d'autres méthodes qui sont par exemple des essais ultrasoniques où on détermine la vitesse de propagation d'un son et qui est en fait qui peut être corrélé à la limite d'élasticité du bois et à sa masse volumique ou son poids volumique. Et donc je répète, le classement visuel voit plutôt les défauts du bois et doit s'effectuer par des hommes, alors que le classement automatique voit plutôt les qualités du bois. Alors, je vous montre une photo, c'est du bois qui m'a été fourni un jour à mon domicile. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Il est marqué C24 là. Alors C24, qu'est-ce que ça veut dire? Et il est marqué en plus Dry Graded. Donc il a été classé sec. Et C24, eh bien, ça représente une classe de résistance du bois. Donc le classement, qu'il soit visuel ou automatique, permet en fait de répartir les bois qui sont sciés en série en différentes classes de qualité, que ce soit pour les résineux ou les feuillus. En fait, c'est la norme bien connue EN 338 qui gère tout ça. Alors pour les résineux de charpente, on distingue 10 classes de qualité croissante. C18, C20, C22, C24, c'est le plus fréquent. D'ailleurs, vous voyez, c'est ce qui est marqué ici sur la photo. C27, C30, C35, C40, et il y en a encore d'autres. Et pour les feuillus, on va distinguer 8 classes différentes, allant du D18 au D70, et c'est le D30 qui est le plus commun. Le classement, en fait, il est géré par une norme qui s'appelle la NBN 384. Et en fait, cette norme, si elle est respectée, garantit que le classement se fait avec sous une valeur d'humidité relative de l'air de 65%, une humidité, donc une teneur en eau du bois de 12% et une température de 20 degrés. Alors voici un tableau qui récapitule toutes les classes de résistance des résineux et des feuillus, colonne par colonne, et chaque ligne correspond à une résistance caractéristique particulière. Alors vous voyez maintenant qu'il y en a beaucoup, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus les poids volumiques, 10 caractéristiques mécaniques, alors que l'acier, globalement, on n'en a que 2, son module d'élasticité et sa limite d'élasticité ou de rupture. Voilà, alors nous verrons quand et comment utiliser ces différentes résistances caractéristiques. Je rappelle quand même, puisque c'est nouveau pour vous, que FMK représente la résistance caractéristique en flexion, FT0K la résistance en traction parallèle aux fibres, FT90K la résistance en traction perpendiculaire aux fibres, vous voyez d'ailleurs qu'elle est très très faible, FC0K la résistance à la compression parallèle aux fibres, FC90K la résistance à la compression perpendiculaire aux fibres, FVK la résistance en cisaillement, et puis on a les modules d'élasticité. Alors le module de glissement qui aura son importance, j'y reviendrai dans la partie 2, et puis le poids volumique caractéristique et le poids volumique moyen, et on verra aussi quand utiliser l'un ou l'autre. Alors voici une courbe assez intéressante avec en abscisse la valeur de
la masse volumique en kilo par mètre cube et en ordonnée, la résistance caractéristique. Alors, quelle résistance caractéristique? On a ici la courbe orange qui représente le FMK, donc flexion, la courbe bleue pour la compression parallèle aux fibres, la courbe rouge pour la traction parallèle aux fibres et la courbe noire pour la compression perpendiculaire aux fibres, avec à gauche les résineux et à droite les feuillus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ces courbes? Déjà, on peut en déduire que plus la masse volumique est importante, plus la résistance caractéristique est importante, et on peut aussi en déduire que globalement, les résineux ont une plus faible masse volumique et donc globalement de plus faible résistance caractéristique que les feuillus. Mais évidemment, un très bon résineux peut avoir des résistances caractéristiques supérieures à un mauvais feuillu. Alors, je n'ai pas encore parlé du lamellé-collé. C'est une invention assez fantastique qui permet de produire des éléments de bois qui sont très longs et qui sont même éventuellement cintrés pour fabriquer des éléments constructifs courbes. Le lamellé-collé, c'est en fait la superposition par collage de lamelles de bois ou de planches de bois, les unes au-dessus des autres et les unes après les autres. Vous voyez ici un aboutage qui se fait avec une espèce de peigne. Donc on utilise évidemment des colles pour cela. Donc le bois lamellé-collé, il est constitué de planches qui sont séchées, avec un teneur en eau qui est inférieur à 15%. On essaye de purger au maximum les défauts. On coupe les endroits où il y a des défauts et puis on aboute. Les planches sont rabotées, elles sont collées par pressage et puis elles sont de nouveau rabotées. Et les avantages sont nombreux. Il y a une meilleure répartition des nœuds et il y a moins de nœuds, puisque là où il y en a de trop, on peut éventuellement éliminer la matière. On a des caractéristiques mécaniques qui sont plus homogènes, on peut faire des formes quelconques, on peut avoir des grandes longueurs, jusqu'à 60 mètres parfois, des grandes hauteurs, 2 mètres, 2 mètres 50, et on gaspille moins le bois puisqu'on peut utiliser des éléments de bois courts pour faire des éléments de bois qui seront in fine plus longs. Alors voici quelques photos d'ouvrages en lamellé-collé. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous le désirez pour contempler ces images. Il est très très fort utilisé dans la construction. Alors, bon, j'ai repris ici des tableaux qui vous donnent les différentes caractéristiques mécaniques des lamellés-collés. Alors, le lamellé-collé le plus fréquent, on l'appelle du GL Glue Laminate, donc GL28H. Il existe aussi du GL20H, du GL24H et du GL32H. Vous avez ici toutes les résistances caractéristiques. Donc, on distingue le bois lamellé-collé homogène, donc qui est constitué de planches qui sont souvent du C24 ou du C30, identiques et collées les unes au-dessus des autres, dans le sens de la hauteur. Et puis on a parfois du bois lamellé-collé panaché, qui est une variante dans laquelle on place les planches de meilleure qualité aux extrêmes, c'est-à-dire en haut et en bas, et ça s'utilise pour des poutres fléchies, par exemple. Alors voici des graphiques assez intéressants. Les deux premiers montrent l'influence de la teneur en eau du bois, ici en abscisse, sur les résistances caractéristiques, par exemple en flexion sur ce graphique-ci, et le module d'élasticité parallèlement aux fibres du bois. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que plus la teneur en eau du bois augmente, moins le module d'élasticité est grand et moins les résistances caractéristiques sont grandes. Et donc on peut en conclure que l'humidité est donc la classe de service, souvenez-vous, il y a 3 classes de service, 1, 2 et 3, donc a une influence importante sur les résistances caractéristiques et sur les modules d'élasticité du bois. Ensuite, on pourrait parler de nouveau de l'humidité du bois, mais aussi de la durée d'application des charges. Alors regardez ce graphique-ci, qu'est-ce qu'il vous indique? En abscisse, on a le temps, et en ordonnée, on a la flèche de fluage d'une poutre divisée par la flèche instantanée. Alors le fluage, je vous rappelle que c'est une déformation qui se produit sur du long terme sous charge constante. Alors, regardez, on peut en déduire deux choses de ce graphique. D'une part, eh bien que ce fluage est d'autant plus grand que la teneur en eau du bois est grande, et puis il est d'autant plus grand aussi que le temps avance. Et donc finalement, de ce slide-ci, de ces 3 graphiques-ci, on pourrait en déduire que d'une part l'humidité et d'autre part le temps d'application des charges modifient de manière négative, influencent de manière négative
les caractéristiques mécaniques du bois. Alors je vous remontre ce transparent que je vous ai montré tout à l'heure, avec les classes de service qui sont définies par l'Eurocode, et on comprend mieux maintenant, avec ce que je viens de vous dire, pourquoi on définit des classes de service, classe 1, classe 2, classe 3, qui sont d'autant plus pénalisantes pour le dimensionnement des éléments que les ouvrages se trouvent dans des endroits qui sont humides. Alors, je viens de vous expliquer sur base des trois graphiques là, que d'une part l'humidité et d'autre part la durée d'application des charges avaient une influence sur les caractéristiques mécaniques. Ça va s'exprimer par l'intermédiaire d'un coefficient qu'on va appeler, enfin que l'Eurocode appelle le K-mode. Et ce K-mode, il est donné ici dans ce tableau. Alors, chacune de ces colonnes représente une classe de service. Donc, plus on se déplace vers la droite, plus on est en présence de structures qui seront dans des milieux humides. Et chaque ligne représente des charges qui ont une durée d'application différente. Et vous voyez que ce coefficient, eh bien, il varie. Et il est d'autant plus pénalisant que l'on part ici vers la droite dans des classes de service importantes, et d'autant plus pénalisant qu'on a des charges qui sont de long terme dans la partie supérieure du tableau, là, ou de court terme dans la partie inférieure. Je lis cette phrase-ci avec vous. Le tableau ci-dessus, extrait de l'Eurocode 5, donne les valeurs du coefficient réducteur K-mode à appliquer sur les résistances caractéristiques du bois brut ou du BLC, donc bois lamellé collé, en fonction de la classe de service 1, 2 ou 3 et du temps d'application des charges. Il en résulte une valeur plus petite à considérer pour les calculs et qui est donnée par la relation suivante. Donc pour les calculs, on ne va pas prendre en compte la résistance caractéristique, mais on va prendre en compte la résistance caractéristique multipliée par ce K-mode, le tout encore divisé par un coefficient de sécurité qui va englober en fait les autres incertitudes liées à la modélisation qui peut être erronée parfois ou imprécise, aux problèmes de construction, etc. Alors ce gamma, coefficient de sécurité, gamma M, il vaut 1,3 pour du bois brut et 1,25 pour du bois lamellé collé. Ce qui est un petit peu logique puisqu'il y a moins d'incertitudes sur du bois lamellé collé qui fait l'objet d'une production qui est plus attentive au niveau de la sélection des éléments qui ont des défauts. Alors, je viens de vous expliquer comment il fallait tenir compte de l'humidité et de la durée d'application des charges pour modifier ou pour établir les critères de dimensionnement aux états limites ultimes, donc avec en fait la multiplication de la résistance caractéristique par le K-mode. Alors maintenant, si on considère plutôt les aspects ELS, donc les aspects de déformation et en particulier les aspects de déformation à long terme, eh bien, je vous ai également, il y a quelques minutes, montré un graphique qui vous montre que des charges de long terme vont augmenter la flèche, c'est-à-dire provoquer finalement des flèches de fluage et que ces flèches de fluage sont aussi plus importantes si l'humidité est importante. Et donc, on va définir deux nouveaux coefficients qui sont d'une part le KdF et d'autre part le Psi2, qui vont en fait permettre de calculer les flèches à long terme. Alors, le fluage, il est évidemment dû aux charges permanentes, qu'on note G. Alors, elles vont intervenir à 100% pour le fluage puisqu'elles sont là de manière permanente, mais il y a aussi les charges variables, et on va considérer qu'il y a une certaine part Psi2 fois Q des charges variables qui s'applique de manière cumulée pendant une partie de la vie de l'ouvrage, c'est-à-dire qui participe également à la flèche de long terme. Alors vous avez ces valeurs de Psi2 ici dans le tableau qui sont données en fonction des types de charges, et vous voyez que plus les charges sont, je dirais, susceptibles d'agir sur du long terme, par exemple comme des charges de stockage, plus le coefficient Psi2 est important. Alors, Psi2 vaut évidemment 1 pour les charges permanentes, et comme je viens de le dire, vaudra moins que 1 pour les charges variables. Ensuite, on a le KdF qui caractérise la propension au fluage, qui est accélérée, qui est aggravée par l'humidité, c'est-à-dire finalement par la classe de service. Rappelez-vous des trois classes de service qui dépendent, je dirais, de la manière dont les structures sont exposées à l'humidité, et KdF va valoir 0,6 en classe de service 1, 0,8 en classe de service 2, 2 en classe de service 3. Donc globalement, quand on va calculer les flèches, mais j'y reviendrai dans la partie 2 en détail, eh bien on va devoir calculer une flèche de fluage qui vaut, donc pour les charges variables, qui vaut Psi2 fois KdF
fois une flèche que l'on calculerait comme si elle était due à des charges instantanées. D'accord? Et pour les charges, donc avec le petit 2 qui est plus petit que 1 et que l'on va chercher dans le tableau ici au-dessus. Et pour les charges permanentes, eh bien, les flèches qui seront dues à ces charges permanentes seront calculées par la même relation, à la nuance près que ici, le psi 2 sera égal à 1, puisque, comme je le disais tout à l'heure, les charges permanentes, comme leur nom l'indique, agissent tout le temps. Alors, je voudrais encore vous montrer 2 slides avec des choses un petit peu particulières. Ce graphique-ci montre l'influence de la température sur les caractéristiques du bois. Alors, on voit que plus la température augmente, plus le module d'élasticité du bois diminue, de même que les autres caractéristiques mécaniques. Donc finalement, on pourrait dire que la température influence assez fort les caractéristiques mécaniques du bois, mais l'effet du séchage compense en bonne partie, voire totalement, l'effet de la température, que l'on considère donc souvent comme négligeable dans la plupart des cas, puisque si la température diminue les caractéristiques mécaniques, le séchage, lui, c'est-à-dire l'expulsion de l'eau qui est due à la température, eh bien, lui, par contre, augmente les caractéristiques mécaniques. Et donc, les deux se compensent. Et c'est pour ça que finalement, on en tient rarement compte. Alors, je voudrais ici aborder un dernier thème qui concerne le prix du bois. Alors, le bois brut qui provient de la forêt, qui a été abattu et qui arrive à la scierie, il coûte de l'ordre de 100 à 120 euros du mètre cube. Alors, à la scierie, il va être débité, découpé en éléments de différentes sections. Et là, lorsqu'il sort de la scierie, il est vendu à peu près à, en tout cas pour de l'épicéa ou du Douglas, les bois quand même les plus courants ici en Belgique, de l'ordre de 250 à 400 euros du mètre cube. Alors, si vous considérez maintenant du bois lamellé collé, là, à la sortie de l'usine, ce bois lamellé collé va coûter de l'ordre de 500 euros par mètre cube et il faudra encore compter pour le transport et son placement à peu près 400 euros du mètre cube. Pour le bois lamellé croisé, le CLT, donc c'est encore un petit peu plus cher, de l'ordre de 700 euros du mètre cube à la sortie de l'usine, plus ou moins 400 euros du mètre cube pour le placement et le transport. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer ces prix avec le prix moyen approximatif du béton. Alors, la valeur que je vais vous donner est approximative, moyenne, elle peut fortement varier, mais en gros, pour du béton armé, mis en place et coffré avec ses armatures, il coûte de l'ordre de 500 euros du mètre cube. Alors, quand on compare évidemment ces prix, le prix du béton avec le prix du bois, eh bien, on constate quand même que le béton est un matériau qui est très compétitif par rapport au bois, qui finalement est assez peu cher. Et donc, ça nous pousse quelque part à essayer de développer des méthodes constructives qui utilisent du bois qui est le moins transformé possible. Alors voilà, je termine avec ce slide mon premier podcast, le premier podcast de ce cours de structure en bois. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour le deuxième podcast qui concernera le calcul des éléments de bois, des structures en bois, selon les règles de l'Eurocode 5.